tu peux pas trouver pire incarnation de pseudo-intello bourgeois, vaguement politisé, chroniqueur politique de télévision, et pour voir à quel point c'est des gens prétentieux, c'est des gens idiots, c'est merveilleux. Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de recevoir Benjamin de la chaîne Bolchegeek, une chaîne que je suis avec assiduité et que j'aime tout particulièrement. Alors merci à toi de me recevoir à Lyon et de participer à ce format. Merci à toi, ça me fait très plaisir aussi. Bon, cool. Alors la toute première question, avant de passer vraiment aux 10 films, j'aimerais savoir d'où te vient ton amour du cinéma et pourquoi avoir voulu mêler sociologie, politique, pop culture et cinéma sur ta chaîne. L'amour du cinéma, je pense que c'est difficile à expliquer parce qu'on tombe dedans, on tombe pas dedans, tout simplement, quoi. C'est vraiment un truc, coup de foudre, quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment, depuis tout petit, tu regardes, tu mates des films et puis tu t'arrêtes jamais et tu vas toujours plus loin. Et après, comment ça devient un truc dont t'as envie de parler, carrément, et pas juste une passion comme ça. À la base, la chaîne, elle a quand même, je sais plus, ça fait 7 ans, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Enfin, à un moment, c'était vraiment un hobby je faisais des courts-métrages avec mes potes, etc. Puis un jour, on a déménagé, je me suis retrouvé à justement plus avoir de potes pour faire des courts-métrages, et ça devait être 2015 ou un truc comme ça, il y avait une petite effervescence sur YouTube, et je me suis dit, ça va être je vais continuer mon hobby un peu audiovisuel, mais en faisant une chaîne qui parle un peu de cinéma. À l'époque, je pense que ma référence, c'était justement pas tellement une volonté de faire de la sociologie et de la politique avec le cinéma. Je pense que ma référence, ça devait être Opération Frisson. D'ailleurs, il me semble, les premières vidéos, les tout premiers cadrages, c'est quasiment les mêmes que Opération Frisson de Yannick Dahan. Et parce que je bouffais vachement de trucs comme ça. Et après, le truc, c'est que moi, ma façon de penser les choses de manière générale, elle est politique, parce que je suis passionné de politique et militant, et les outils des sciences humaines aussi. C'est-à-dire, alors sans être moi-même, j'ai pas fait d'études de sociaux, de choses comme ça, j'ai fait linguistique, ce qui a quand même un angle, ça t'amène aussi quand même un angle sciences humaines un petit peu important, quand tu fais de la sémantique et des choses comme ça. C'est pas des études en cinéma, mais ça te donne une façon un petit peu de penser, et tout simplement quand tu t'intéresses à ces choses-là, à la socio, à la politique, à l'histoire des idées, et que t'as une vision un peu matérialiste en fait des choses, et forcément en fait quand tu vas parler de films, tu vas parler des questions de représentation, tu vas les lier toujours à la société, tu t'intéresses aux conditions de production aussi, c'est pour faire le marxiste de base, mais en fait c'est pas juste des idées politiques, c'est aussi une boîte à outils de pensée, et évidemment ça vient naturellement parce que c'est quasiment impossible de déconnecter complètement, enfin en tout cas c'est possible de le faire d'une analyse qui est purement artistique, où t'es vraiment que sur l'œuvre, mais quand ta façon de penser, c'est aussi ce qui t'intéresse dans le cinéma, c'est les gens qui font le cinéma, pourquoi ils le font, dans quelles conditions, et quand tu comprends que c'est ce qui fait aussi la nature des films, que c'est pas un truc qui est fait dans une bulle par un espèce de talent qui vient tomber des cieux sur un artiste, comme ça. Déconnecté de sa socialité, quoi. Ouais, carrément. Et en fait, tu vois aussi que ça, quoi. Et c'est un peu, la pilule rouge dans Matrix, mais quoi que maintenant la pilule rouge, ça a été repris pour dire d'autres trucs par des gens qui n'ont pas bien compris Matrix, mais tu vois, t'as ce truc de tu vois le code aussi au bout d'un moment et tu peux pas ne pas le voir, quoi. Tu t'es obligé de te dire mais qui est cette personne, qui est ce réalisateur, pourquoi il fait ça, en quelles années, qu'est-ce qui se passe dans sa société à ce moment-là. Et du coup ça vient forcément assez naturellement, quoi. Et puis de toute façon là, tu disais l'exercice d'analyse et de critique, ou comment on l'appelle un peu comme on veut, mais ça en dit surtout plus long sur celui qui le fait, bien sûr, dans sa manière d'attaquer justement ses angles d'attaque. C'est plus, en fait, on s'attache plus à la personne qui va critiquer le film qu'au film, puisque c'est lui qui définit selon ses codes, selon son prisme, ce qu'il veut faire rejaillir, quoi. Ouais, carrément. Et en plus, moi, ça m'intéressait pas de faire de la critique, justement au sens où on l'entend souvent, c'est-à-dire prescriptive, c'est-à-dire dire ce film il est bien parce que, ou ce film il est raté parce que, non pas que je trouve ça pas bien, moi j'aime aussi beaucoup ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire moi. En fait, je suis pas très fort à ça. Je peux le faire, enfin tu vois, de dire, tu vois, si on discute d'un film, je vais avoir un avis de critique un peu prescriptive et de dire qu'est-ce que je trouve intéressant et tout, mais c'est pas ce que j'avais envie de faire, parce qu'il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi, et nous, notre truc, ça a été, quand on discutait des sujets,
sur la chaîne, c'était justement ah ben ça, ce film il est intéressant pour tel point de ce qu'il dit de la société, de ce qu'il dit de nous, de ce qu'il dit du monde. Donc c'est très très générique de faire ça. Pas que des points politiques ou sociologiques d'ailleurs, hein, des points aussi de thématiques. De la première vidéo qu'on avait faite, c'était sur le cartoon, et moi ça m'intéressait, c'est quoi cette forme cartoon, c'est quoi le lien avec le cinéma muet, avec le slapstick, qu'est-ce qu'il y a comme représentation dans les cartoons, comment ils évoluent, et voilà quoi, c'est toujours ces angles-là qui reviennent, il faut toujours... je pourrais pas par exemple faire une vidéo pour dire je vais faire une vidéo sur ce film juste parce que je l'aime bien et j'ai envie d'en faire une critique. Il faut que je me dise ce film il est bien parce qu'il parle de ça, ou il révèle ça, ou il y a un sujet. C'est pour ça que je te rejoins et que je trouve une similarité sur l'angle. Oui, bah oui. C'est que c'est en fait juste donner un avis, ça reste qu'un avis en fait. Et si t'apportes pas une plus-value sur une thématique, sur une analyse. Après, il faut aussi beaucoup d'intérêt, je veux dire. Ouais, carrément. Moi, je me sens pas de faire ça. Après, c'est un boulot aussi, critique ciné. Tu vois, typiquement le critique ciné de magazine qui va mettre une note ou tu vois mettre le petit bonhomme Télérama qui sourit ou pas. C'est prescrire des films au public, c'est un rôle aussi. On regarde tous des trucs en se disant ce film, j'ai vu une critique qui m'a donné envie de le voir mais c'est un autre métier quoi. Je trouve que c'est vraiment un autre métier. Mais tu vois, il y a un truc intéressant que j'ai vu là-dessus. J'ai fait un live, micro-ciné, où on parlait de... Il y avait François Bégodeau qui était passé juste avant, qui lui était... qui est toujours critique cinéma. Et en fait, moi, je définissais ma chaîne comme de l'analyse plutôt que de la critique, parce que la vision que j'ai de la critique sur YouTube n'est pas forcément très bonne, parce que je trouve que c'est juste de l'avis. En fait, lui, il me disait que la critique, c'est plutôt justement limite ce qu'on fait, c'est-à-dire à assumer totalement sa subjectivité, parler de soi et de la représentation du monde tel qu'on l'a à travers le film. Donc en fait, critique, je pense que c'est peut-être un autre truc, encore Télérama, les étoiles, parce que visiblement, finalement, t'es plus proche du critique cinéma que tu le penses, j'ai l'impression. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai découvert ça aussi, si tu veux, et je me suis dit... Mais alors, la petite différence, ça serait que... oui, mais t'as tout à fait raison, parce que les critiques type, justement... le critique ciné pur, il faut aussi qu'ils comprennent les films dans un ensemble, et justement c'est ça qui lui permet de dire vous devriez vous intéresser à ça et pas à ça. Mais la différence quand même, c'est que comment dire, tu crées pas les mêmes hiérarchies en fait. En fait, moi je peux tout à fait me dire je vais trouver un sujet intéressant sur un film qui en fait ne l'est pas tant que ça en fait. J'ai pas tellement envie de parler de ce film, c'est juste que il a un truc dans ce film, même un film que je déteste en fait, où je me dis c'est intéressant, il a une façon intéressante de parler de ça, des fois involontairement, maladroitement, ou alors il est juste représentatif de quelque chose. Et ça c'est pas quelque chose que tu ferais sur de la critique forcément prescriptive. Il y a des sujets qu'on a fait où au final, que les gens regardent pas le film, presque je m'en tape, tu vois. Enfin, c'est pas y a même pas besoin forcément de franchir le pas Le film, c'est le prétexte, en fait. Ouais. Alors, pas complètement un prétexte dans le sens où c'est un de ses points d'intérêt, de pouvoir être une matière pour parler de quelque chose. Mais ouais, carrément. Après, ça va dépendre des vidéos. Genre, quand on a fait John Wick, il y avait en fait, c'est carrément plus une vidéo sur les institutions au sens large, c'est-à-dire la monnaie. En fait, c'est basé beaucoup sur un anthropologue, David Graeber, qui nous a quittés il y a pas longtemps, ou les travaux de Frédéric Lordon sur les institutions, qui sont plus de la philo, ou de la philo politique. Et là, le film est assez prétexte dans le sens où c'est vraiment une matière où je me suis dit, dedans, ce film, il y a ça. Mais en fait, j'aime John Wick parce qu'il y a de la bagarre. En fait, à la base, c'est pas parce qu'il y a de la bagarre, que c'est bien fait, que c'est un super film d'action, que c'est manifestement fait par des gens qui aiment ce qu'ils font. Mais j'ai pas fait la vidéo pour me dire je vais expliquer que John Wick c'est trop bien parce que les bagarres elles sont trop bien quoi. Oui. Donc là ouais, c'est presque je dirais pas que c'est un prétexte parce que c'est quand même c'est pas genre j'ai été piocher le film en disant genre on aurait eu une réunion où on s'est dit on peut parler de ces sujets-là et qu'est-ce qu'on va prendre John Wick ça a l'air de marcher. Ça c'est plus organique que ça quand même. Mais en fait c'est plus une matière qu'un prétexte en fait quoi. Mais t'as raison et ça parle aussi de nous quoi, tu vois, c'est des discussions qu'on a et on se dit mais en fait c'est trop intéressant ce point-là
et après hop tu lances une phase de travail et de recherche là-dessus quoi. Ouais. En fait tu trouves d'un seul coup l'intérêt que t'as de parler de ce film quoi. Ouais. Tu déroules après la pelote quoi. Bah pour l'exemple de John Wick, c'est parti du fait que il y a une scène du film où il y a un des personnages secondaires en plus qui parle du contrat social. Et du coup on a fait une vidéo John Wick le contrat social parce que on s'est dit en voyant cette scène, ah mais là il y a un truc, il y a un sujet en fait. Et d'ailleurs la vidéo finale est pas du tout ce qu'on pensait faire à la base parce qu'après tu cherches et tout et en fait tu trouves d'autres trucs en fait dans le film. tu vois tu tires la pelote effectivement c'est ça quoi. Ok. Et maintenant je vais te poser une question un peu naïve mais est-ce que pour toi le cinéma a un enjeu politique fort? Oui, je serais très mal placé pour dire le contraire. Après, t'as une réponse plus... on peut dire voilà, tout est politique, au revoir, et puis c'est terminé. Et en fait, ça veut un peu rire. Enfin, c'est une phrase qu'on dit tout le temps et qu'on emploie assez mal, dire tout est politique. Oui, tout est politique, mais faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Comment dire, le cinéma, il y a un truc qui est vraiment particulier, c'est un des arts les plus répandus. C'est un art vraiment populaire au sens dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est très populaire parce que beaucoup de gens en fait le regardent, c'est relativement accessible à l'ensemble de la population, donc c'est ultra présent culturellement le cinéma. C'est vraiment un truc et c'est suffisamment vieux, même si c'est un art assez jeune, il a quand même traversé un siècle quoi, et du coup il y a des évolutions dans tous les sens et du coup c'est ultra politique parce que t'as des milliers et des milliers de gens qui ont fait du cinéma, qui ont dit des choses différentes, qui ont témoigné de leur époque, tu peux tout trouver là-dedans. Et en plus, c'est une industrie. C'est-à-dire que t'as vraiment... Moi, ça m'intéresse justement en tant que bon gros coco de base, quoi, mais tu vois, ça m'intéresse... Enfin, ça a une particularité quand même quand on dit l'industrie du cinéma. Après, tout peut être une industrie, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui va faire un tableau chez lui. Tu vois, c'est pas... Même si il y a aussi des conditions de production, il y a des questions politiques aussi là-dessus, mais là c'est pas pareil, c'est-à-dire qu'en fait t'as l'économie est encore plus présente dans le truc et le travail est encore plus, au sens large, est hyper collectif et ça nécessite plein de gens, plein de technologies aussi. T'as toute l'évolution technologique derrière, t'as un marché qui est à étudier derrière et c'est, enfin là, et je trouve que le cinéma c'est un des plus gros, c'est un des trucs les plus intéressants là-dessus. T'as énormément d'aspects politiques en fait, pas juste le réalisateur qui a envie de faire un tract pour dire je suis contre le racisme c'est mal, voilà, un film qui dit le racisme. C'est pas juste ça quoi, il y a vraiment tout un tas, tout se croise en fait dans le cinéma quoi. Ok, je pense que c'est un convaincu. Ouais, c'est clair, mais bon. Ouais, d'ailleurs, une vidéo sur un peu bourdieusienne sur la sociologie du cinéma, si ça vous intéresse. Bon bah écoute, cool, on va passer aux 10 films du coup. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Alors, forcément, pour commencer, quel est ton premier souvenir cinéma et le film de ton enfance? Premier souvenir cinéma, c'est un peu dur à dire, je pense. J'ai des vieux souvenirs de tout petit, et je sais pas si ça serait les premiers films vraiment que je me souviens avoir vu. Alors c'était à la télé, en VHS probablement, soit Gremlins, soit E.T. Je pense. Gremlins parce que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les deux, qui sont pas pourtant des films hardcore, m'ont un peu trauma, mais dans le bon sens du terme. Genre je me souviens que ça s'est mal passé, mais que je les adore, quoi. C'est vraiment trop bien. Je pense Gremlins parce que je l'ai vu tout petit et que ça fait un petit peu peur quand même quand t'es petit. C'est clair. Il y a quand même des trucs, il y a quand même des Gremlins qui passent au micro-ondes et tout. C'est un peu gore pour un tout petit. Et E.T., je me souviens très clairement que quand je l'ai vu, ça m'a vraiment retourné, ça m'a vraiment imprimé. Plutôt là sur la sensibilité, quoi, émotion. Ouais, carrément. Je sais que ça m'a marqué, qu'il y a des moments qui m'ont vraiment, pareil, très très jeune. Je saurais pas dire quel âge, mais il y avait vraiment, j'y ai cru vraiment à ce film. C'est un des premiers souvenirs que j'ai où je me suis dit, j'ai vraiment cru à cette marionnette. J'ai vraiment été trauma par des moments, genre le moment où il est tout blanc là sur, genre t'as l'impression qu'il va crever et tout. Et je me souviens, mais vraiment je vois la pièce autour de moi, quoi. Je vois la télé, je vois le truc, je me souviens de ces moments-là, quoi. Et même juste la scène où il va le chercher au fond du jardin, tous ces trucs-là, ça m'a marqué. J'ai vraiment une mémoire du film, alors que je sais que j'étais très très jeune. C'est probablement pas le premier film que j'ai regardé, mais c'est vraiment les premiers trucs qui m'ont marqué. Et les deux, c'est alors réalisation et mes productions Spielberg pour Gremlins. Et mon premier gros souvenir de cinéma, même s'il y en a forcément eu avant, j'imagine au moins des Disney, c'est Jurassic Park.
Là, par contre, je me souviens, 7 ans, cinéma, Ok. et c'est Spielberg encore. Ouais. Ok, donc t'étais focus sur Spielberg. Ouais. Mais sans le savoir, en Ouais, fait. ouais, sans le savoir, mais ouais, carrément. Et donc le film d'enfance qui t'a accompagné un peu durant ton enfance, ça serait ces deux-trois-là. Ça serait Jurassic Park si je devais en retenir qu'un, qui est même encore à l'heure actuelle sans doute le film que je préfère, que j'ai vu le plus. D'accord. Je pense. Et c'est pour le coup, en plus, je me souviens de l'expérience cinéma, là, à ce moment-là. Ouais, ok. C'est pas juste. Bon, ok. Donc là, pour aller vraiment à l'opposé de ton film d'enfance, quel est le dernier film que tu as vu et celui qui t'aurait marqué cette année? Cette année, alors là, compliqué. Est-ce qu'il y a un film qui m'a marqué cette année? Ça serait bien. Déjà, les cinémas sont fermés, donc j'en ai pas vu tant que ça. J'ai beaucoup regardé de séries. Après, ça peut être un film que tu as découvert cette année, mais qui peut... Ouais, Colossal. Non mais oui, c'est sans doute un des souvenirs récents où je me suis vraiment dit, là j'ai vu un truc auquel je m'attendais pas, et que j'ai vraiment trouvé incroyable. Vraiment, enfin, aussi parce que c'était surprenant. Et tu vois, là, j'avais du mal à retrouver un film qui m'avait marqué depuis longtemps, et en ce moment, j'ai un peu une phase, justement, j'arrive plus à trouver des films qui me marquent, où je me dis, ouais, c'était... où je me dis mieux que juste, bon, c'était bien. Ouais. C'était bien, mais il y avait là, vraiment un film qui m'a surpris, et où vraiment j'ai cogité dessus. Et après, c'est aussi dû au fait que c'est un film qui est impitchable. Okay, je vois pas ce que t'as dit. C'est un film... Alors, désolé, j'ai pas le nom du réalisateur, je me demande si c'est même pas un premier long métrage. C'est un type assez jeune. C'est un film avec Anna Thaouet, qui est... je crois que c'est François Terrel qui l'avait recommandé, et je crois que c'est pour ça que je l'ai vu, sinon je l'aurais pas regardé. Enfin, je l'aurais pas spécialement été attiré. C'est un film où, en gros, c'est très bizarre. Anna Thaouet, c'est une meuf un peu paumée, elle se fait larguer par son mec, elle retourne dans son bled natal, et là, elle se rend compte qu'il y a à Séoul, je crois, un monstre géant, genre un kaiju, qui attaque Séoul, et elle se rend compte qu'en fait, ce kaiju, c'est plus ou moins elle qui le contrôle, en fait, quand à certains moments, genre elle était bourrée, elle se réveille le lendemain, il y a un truc qui a pété Séoul, et elle se rend compte qu'en fait, ce kaiju a fait ce qu'elle a fait. Donc c'est très bizarre. C'est pas vraiment un film de monstre, parce qu'il n'y a pas tant de scènes que ça de destruction, ni rien, c'est pas vraiment l'enjeu. C'est un peu une comédie, parce que c'est un peu... Déjà, le pitch est un peu débile, et ça sort un peu de nulle part, et si tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression que tu vas voir une comédie. Et en fait, c'est vraiment ultra malin. C'est vraiment un film sur... Il y a tout un truc allégorique sur le kaiju, et c'est un film qui arrive à être entre la comédie et le film de monstre, tout en ayant des moments hyper durs, genre vraiment sincèrement émouvants. Il y a des trucs sur les relations toxiques qui sont impeccable, vraiment, et je suis même assez surpris que ce soit un homme qui ait fait ce film, parce qu'en plus on l'a regardé du coup avec ma compagne, et c'est étonnant comment il y a des choses dans ce film du point de vue de femmes que tu vois pas d'habitude, en fait, que toutes les meufs connaissent, en fait, mais qui est rarement mis en scène de cette façon, et autant ancré dans un point de vue féminin, alors que... Et d'ailleurs, le film a complètement bidé, mais il est invendable, en fait. Il est invendable, et c'est con, parce qu'il est vraiment... il y a une proposition qui est vraiment originale, et qui moi, tu me l'as bien vendu, franchement. Mais en plus, je veux pas spoiler, en fait, c'est ça le truc, c'est là aussi où il est invendable, c'est que si tu dis vraiment ce qui est intéressant dans le film, tu spoiles des éléments d'intrigue qui sont... dont le fait qu'ils arrivent la surprise fait partie du truc, en fait. Il y a une façon de t'amener qui est vraiment, vraiment originale. Et comme j'aime bien, moi, justement, les films de genre, mais où au final le genre est un peu difficile à définir, et enfin en tout cas qui est dans un mélange un peu bizarre, et qui fait un truc que les autres personne n'avait fait ça avec un film avec un monstre, quoi. C'est vraiment très très bien, quoi. Ok. Bon bah, vous savez, allez regarder. Colossal, c'est très très bien. Alors maintenant, quel est le film qui te fait pleurer, et à contrario, celui qui te file la patate quand justement t'as un petit coup de mou, quoi? Alors moi je pleure facilement devant les films, enfin je sais pas toi, mais ouais, ok. Parce que non mais il y a des gens, je sais ils arrivent à être émus, et moi je suis très genre tu peux même me mettre des trucs genre tu sors les violons, t'es sûr que ça va pleurer, je pleure. C'est bon. Ça a même pas besoin d'être spécialement bien fait, mais peut-être le film qui me fait le plus pleurer,
J'hésite entre plusieurs parce que il y en a c'est systématique. Genre, Forrest Gump, je pleure, c'est sûr. Il y en a plusieurs. Mais Hook, je pleure. Parce que aussi à cause film d'enfance, Spielberg encore. Ouais. Hook, je pleure, c'est sûr. Mais je pense que le pire, c'est l'orphelinat. Ok. Je retiendrai vraiment l'orphelinat. Alors pareil, malheureusement, je peux pas spoiler pourquoi. Tu l'as vu, j'imagine. Ouais. L'orphelinat, il y a une fin qui arrive à fusionner tout ce qui me fait pleurer. Genre c'est vraiment, et en fait, tu sais, t'as différentes façons de pleurer. Tu peux pleurer parce que c'est beau, parce que c'est triste. Par exemple, la fin de Gravity au cinéma m'avait fait pleurer, juste par tu sais, submergé d'émotions. Ouais, ok. Mais l'orphelinat, c'est intelligent. Enfin, genre, c'est vraiment brillant. Le truc qui te fait pleurer, c'est ultra triste. Et en même temps, c'est ultra beau. Et tout quoi, c'est mélancolique, c'est nostalgique, il y a tout un truc. Enfin, c'est tragique et en même temps, c'est plein de poésie. Et ouais, ça c'est sûr, tu me mets l'orphelinat, Tu chiales. rien que là d'y penser, j'ai les poils, cette fin, elle m'avait pris de court, et à chaque fois, je pense même que maintenant je pleure en avance quasiment. Non, c'est là, non, ça va être le moment. Et du coup, alors, pour te redonner la patate, c'est quoi? Et pour me redonner la patate, qu'est-ce qui me redonne la patate comme film? Non, bah, en fait, j'allais dire Gravity parce que je trouve que mais en fait, toi, tu veux un film peut-être qui est plus. Oh, moi, je veux rien, je veux ta réponse. Gravity, en fait, c'est un truc aussi un peu perso, mais je suis pas très feel good movie. Enfin, c'est pas un truc genre. Je me sens tellement mieux quand si ça va pas bien, c'est pas forcément des feel good movies qui vont me donner la patate, mais plutôt des films qui comme Gravity me fait ça, qui sont des films tristes mais qui prennent les problèmes à bras le corps et qui te mettent une décharge en fait pour te booster quoi. Pour l'affronter quoi. Ouais, carrément, qui t'oblige à l'affronter et puis de manière assez simple parce que Gravity c'est quand même très viscéral. Et en fait, c'est très simple ce qui se passe dans le film, mais c'est que une histoire de dépasser justement des problèmes, des problèmes perso, des épreuves, juste genre être paumé dans l'espace quoi. Et il le fait tellement bien, je trouve que ça te prend aux tripes et que moi ça me booste vraiment quand je sors de ce genre de truc, je me dis ok quoi, ce film c'est pas un film qui te fait oublier tes problèmes, tu vois. C'est vraiment un film qui te prend et qui te dit ok, ça va pas. Et il te sort, tu vois, du truc, et ça marche vachement bien sur moi. Beaucoup plus que genre juste un film un peu sympa ou feel good avec une petite morale chouette. Ça marche bien, mais ça me fait jamais ce genre de truc, quoi. D'accord. Ok, bon, c'est intéressant en tout cas. Ouais. Quel film te fait flipper, tu vois, juste en termes d'horreur, et celui qui t'aurait traumatisé? Donc là, pas forcément d'un point de vue horreur, tu as vraiment différents types de traumas possibles. Faut que ce soit le même film? Non, tu... Non, ok. Film qui me fait vraiment flipper... Ouais, bah du coup, qui me fait flipper, je vais redire l'orphelinat, parce que c'est... Pas forcément... Je suis pas sûr que ce soit le film qui me fasse le plus flipper, mais c'est un bon exemple de vraiment ce qui me fait flipper, le truc de... En fait, les trucs d'intrusion marchent hyper bien sur moi, je sais pas pourquoi. Je dis intrusion, c'est pas vraiment d'intrusion, mais ce truc où il y a des présences qui sont pas forcément des menaces en fait, parce que t'as rien qui t'indique tu vois, l'orphelinat c'est des enfants, tu vois, par exemple, pourquoi les enfants ça fait tellement peur dans les films d'horreur. Moi ça me fait super peur, le truc des gamins bizarres au bout du couloir, comme dans Shining, tu vois, même si Shining t'as le truc un peu Shining c'est plus malaise qu'autre chose. En fait, tu sais, c'est pas vraiment une menace. Tu te dis au pire, il y a un enfant chez toi qui est. Au pire, tu le lattes, quoi, tu vois. Enfin, si vraiment c'était une menace, c'est pas très dur à gérer. Mais en fait, t'as ce truc que tu comprends pas. Et ça me terrifie vraiment, quoi. Je trouve que c'est vraiment très très efficace. Parce que tu sais que ça cache quelque chose et tu comprends pas bien le truc. Et je crois que le fait d'être. C'est pour ça que je parle d'intrusion. Le fait que t'es dans un chez toi et que c'est ton intimité, en fait, qui est. Tu vois, ça vient te chercher vraiment dans l'endroit où t'es censé être en sécurité, protégé, et que t'es censé maîtriser et connaître. Et je trouve que quand c'est bien fait, ça marche extrêmement bien. Et le fait justement que c'est pas une menace que tu peux... tu vois, une menace de slasher, genre, tu vois, Jason, en fait, déjà, tu peux un peu rien faire à part courir, mais au moins c'est simple. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc qui veut te tuer. Et tu cours, quoi. Tu cours ou t'essaies de trouver un moyen de le tuer. Ils arrivent toujours à trouver un truc pour les gérer.
ça me fait moins peur dans le sens où je me dis bah ouais c'est compliqué à gérer mais tu vois à peu près ce qu'il faut faire quoi. Alors que là tu sais pas en fait. Tu sais pas ce qui est là, alors ça peut être un fantôme, ça peut être quelqu'un, ça peut être c'est toujours des histoires de secrets et l'enjeu de ne pas comprendre le truc et de devoir le comprendre et qu'il n'y a pas de solution évidente à ce que tu dois faire pour juste que ça s'arrête, ça marche très 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 bien. Et tu disais Hérédité. J'avais commencé à regarder parce que j'avais adoré Midsommar. Midsommar qui fait pas peur, je trouve, c'est pareil, plus malaise. Et Hérédité, je l'ai arrêté parce que je sais que faut que je le voie à un moment où j'ai envie de flipper. Parce que, genre, je sais plus, genre, au bout de 15 minutes, t'as une apparition dans un truc, et j'ai fait, allez, c'est bon, quoi. J'étais pas d'humeur. J'ai fait, stop, ça marche trop bien. Alors que c'est ultra con. Tu vois, c'est juste, le personnage se tourne, et il y a un truc. Il y a quelqu'un qui le regarde. Genre, une vieille, un enfant, un truc. Enfin, je trouve ça hyper, je trouve ça vraiment hyper efficace. Et l'autre question, c'était un film qui t'aurait traumatisé. Qui m'aurait traumatisé, Délivrance. J'ai oublié le nom du réal. Tu vois ce qu'il y a dedans, je sais pas si je peux spoiler, mais en fait, l'anecdote de Délivrance, je crois que je l'avais déjà raconté, mais ça m'a vraiment trop mal, parce que quand j'ai dû le voir, je devais avoir, je pense, 12-13 ans, un truc comme ça, ce qui est un peu jeune pour Délivrance, qui est pas un film particulièrement gore, il me semble qu'il y a très très peu de sang, c'est des types qui, pour raconter, peut-être pour les gens qui l'ont pas vu, c'est un film, j'imagine c'est les années 70, je dirais que c'est dans les années 70, c'est un groupe de potes, qui vont faire du kayak dans une région un peu abandonnée, ça doit être dans les Rocheuses ou quoi, avec les grandes forêts, parce qu'en fait ils vont mettre un barrage, je crois, et ils vont noyer le coin, donc c'est la dernière fois qu'ils peuvent faire ça. Sauf que c'est bourré de redneck, et en fait de gens, vraiment c'est ce truc cliché de les rednecks un peu consanguins, bizarres et tout. Mais c'est fait de manière très premier degré, c'est pas bourrin gore, genre La Colline à des yeux ou quoi. Enfin, où souvent ça se frite beaucoup. Là, ça se frite assez peu, même si t'as ça. Il y a une pas plot twist, mais un petit peu spoiler. Il y a une scène de viol, notamment, qui est abominable, qui sort vraiment de nulle part. Et tout est très cru et très premier degré, et ça fait pas série Z de redneck, quoi. Et en fait, ce film, je l'ai vu hyper jeune, c'est ma mère qui me l'a montré en me disant tu vas voir c'est génial la scène du banjo et tout, parce qu'il y a une scène de banjo un peu connue, et j'ai bugué parce que par exemple chez moi il y avait un truc, c'était Orange Mécanique. Depuis tout petit on me disait faut pas voir Orange Mécanique, faut vraiment que t'attendes d'être grand parce que c'est horrible. Et du coup je sais pas, et après je pense qu'ils sont passés à autre chose, sauf que moi j'ai gardé ça en tête et je me suis dit le summum du truc transgressif hardcore, c'est Orange Mécanique. Et à 12-13 ans, par contre, la même personne me montre Délivrance, genre, où est le problème? Et du coup, j'ai dû voir Orange Mécanique, genre à 18 ans, en ayant vu Délivrance à 12-13, et plus en étant tombé, tu vois, dans des trucs hongkongais vénères, tu vois, des films gore, des trucs comme ça, et j'ai vu Orange Mécanique, j'ai fait, alors, c'est très bien, c'est super, Kubrick, c'est nickel, et j'étais là, mais quel est le problème en fait? Pourquoi c'était censé être le summum, le graal du truc, et en fait Délivrance m'avait 1000 fois plus traumatisé, quoi, parce que j'étais là, mais pourquoi on m'a montré ça? C'est un super film, hein, mais ça m'a montré Orange Mécanique à 12-13 ans. Bah oui, carrément, je sais pas. En fait j'ai l'impression que c'est pas du tout c'est très bizarre, c'est les critères en fait très subjectifs des parents de te monter une culture ciné autour de trucs qui sont un peu tabous, ou qui sont un peu emblématiques de certains trucs. Et en fait Délivrance, qui est un film qui est quand même nettement moins connu, même si bon justement pour mes parents c'était un film un peu culte et tout, tu te dis waouh, ils se sont dit vraiment à 12-13 ans c'est ok, quoi. Bon après j'en suis très content parce que je l'adore et c'est un super film, quoi, mais ça m'a vraiment, j'étais pas bien. Alors, est-ce que tu regardes des animés, et si oui, est-ce que tu aurais un film ou une série d'animés qui t'a particulièrement marqué? Animé au sens japonais? Ouais. Alors en série, j'en regarde assez, vraiment très très peu, quoi. Je me souviens même pas ce que j'ai regardé, à part Dragon Ball, je fais Zodiac, truc comme ça. Bon, ça serait très facile de dire Miyazaki parce que c'est un de mes trucs. Mais si je dois retenir un film, et en ne citant pas justement des Miyazaki ou Ghost in the Shell ou des trucs comme ça, Jinro, la Brigade des loups. Qui est j'ai plus le nom du réalisateur aussi, c'est pas le réalisateur qui est très connu il me semble, par contre c'est écrit par Mamoru Oshii, justement le type de Ghost in the Shell, et c'est un truc que j'avais vu, justement j'ai pas trop de culture animée, parce que j'avais pas le droit au Club Dorothée quand j'étais petit, et que à part justement, je connaissais que les trucs un peu connus genre Miyazaki,
Et de mémoire, je l'ai vu sur Arte ou France 5, je sais plus du coup. Il passait des animes. C'est comme ça que j'ai vu Le Tombeau des Lucioles et des trucs comme ça. Et Jinro, ça m'a vraiment, mais j'ai bugué quoi. Genre c'est vraiment tombé dessus à la télé complètement par hasard. Tu sais pas ce que tu vas voir parce que tu regardes juste parce que tu sais qu'en ce moment il passe des animes et que tu les connais pas et tout. T'as pas vu de bande-annonce, tu sais pas de quoi ça va parler. Tu l'as vu ou Non, j'ai pas vu. C'est un les gens regardent sur internet, les visuels sont assez connus des personnages. C'est un Japon uchronique post-Deuxième Guerre mondiale, où en fait il y a, alors j'imagine que du coup c'est des années 60 alternatives, je pense, où en fait il y a d'énormes mouvements sociaux. Vraiment ça commence sur des manifs mais très radical, c'est-à-dire vraiment avec des gens qui jettent des molotovs, il y a un groupe terroriste alors c'est pas précisé, mais en gros ça fait penser je sais plus comment ça s'appelait au Japon, mais des espèces de fractions armées rouges, tout ce truc des années 60-70, du terrorisme d'extrême gauche et tout machin, genre société ultra tendue, et en face très très autoritaire. De toute façon en général ça va avec, l'affrontement entre les deux, et il y a un groupe qui n'existe pas en vrai, il y a une espèce t'as la police, l'armée, et un troisième truc, qui s'appelle la Rosen, je crois. C'est des types en armure avec d'énormes mitrailleuses et qui ont des trucs qui rappellent un peu l'esthétique un peu Troisième Reich aussi. Enfin, tu sens le truc un peu dictatorial. Et en fait, ça suit un type qui est un jeune mec qui est de cette brigade et qui en fait se retrouve face à une gamine qui est une porteuse de bombes en fait. Qui est ils les appellent les chaperons rouges parce qu'ils justement elles trimballent les bombes et les trucs entre les gens, et elles ont des petits trucs rouges, un petit chaperon rouge quoi. Et en fait comme il lui tombe dessus, il refuse de lui tirer dessus parce que elle est très jeune et elle se fait sauter. Et donc alors c'est le pitch de départ du film, et tout le truc après c'est une espèce d'histoire entre ce type qui est complètement traumatisé et la grande sœur de cette gamine. Et en fait c'est un film vraiment qui m'a marqué parce que j'ai rien compris la première fois, vraiment j'ai rien compris, je savais pas à quoi m'attendre, j'étais pas concentré suffisamment, et je pense que je l'ai vu 2-3 fois avant de comprendre tous les tenants et les aboutissants, parce que globalement en fait c'est une adaptation du Petit Chaperon Rouge, plus ou moins, enfin c'est très, il y a des renvois aux contes en permanence, la brigade des loups, donc t'as les loups et les chaperons rouges, enfin t'as plein d'éléments, donc t'as un truc un peu allégorique comme ça, c'est plus ou moins une romance aussi, un peu contrariée, un peu compliquée, et c'est bourré, mais ça c'est Mamoru Oshii, je pense, il adore ça, parce que Ghost in the Shell il fait ça, Pat Laborde qui l'avait fait aussi, c'est ça. C'est des histoires de service entre... En fait, j'ai l'impression que les Japonais, les gens qui connaissent mieux l'anime me corrigeront, mais j'ai l'impression qu'ils ont un gros truc avec ça. Dans Akira, t'as ça aussi. Les concurrences entre services. Le fait de dire, alors, la police, c'est pas la même chose que l'armée, qui n'est pas la même chose que ce troisième truc, qui a d'autres prérogatives, qui dépend pas du même ministère, et ils se tirent la bourre entre eux, et t'as toute une intrigue de politique gouvernementale, en fait, mais au sens presque technocratique. D'accord. Et sur c'est quoi les institutions et tout, hyper pointu. Sauf qu'il faut comprendre qui bosse au ministère de quoi. La première fois, t'es concentré sur le mec qui est traumatisé et il y a un chaperon rouge, quoi. Et en fait, c'est ultra bien, cette intrigue. Et j'adore ce film parce que j'ai jamais vu ça autrement qu'en animation. Et en plus, il a un style d'animation relativement réaliste par rapport aux séries que je regardais plus jeune, genre justement quand j'ai pu voir en cachette Dragon Ball Z et les Chevaliers du Zodiac, ça t'ouvre sur vraiment autre chose. Et c'est pas non plus du Ghibli, c'est plus réaliste que du Ghibli. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué, que je peux revoir encore très souvent et qui est très très fort, quoi. Et pareil, plein de politique, plein d'enjeux et intimes et de niveau étatique, quoi. Et ils arrivent à lier tout, et c'est assez un peu confusant, mais parce que c'est très dense, mais c'est vraiment super beau, quoi. Et en plus, pardon, je suis un peu long dessus, parce que il me revient un petit peu aussi pourquoi ça m'avait marqué, c'est que ce qui est intéressant, c'est que même en n'ayant rien compris la première fois, j'ai trouvé ça génial. J'étais que sur vraiment, en gros, j'avais bien compris l'intrigue entre les deux personnages principaux, et encore, parce que comme ils sont dans des enjeux comme ça de politique, quand tu les as pas compris tout de suite, tu fais ok, alors pourquoi lui trahit lui, bon c'est pas grave. Mais en fait ça gâche pas le film. C'est en fait si tu comprends pas ce truc-là, tu vois le truc petit chaperon rouge et ça fonctionne. Et après tu le remates et tu fais
Et justement, t'oublies un peu le truc Petit Chaperon Rouge, tu fais, mais c'est trop intéressant ce qu'ils disent dans les réunions où t'as rien compris la première fois. C'est trop bien. Il y a des enjeux de pouvoir et tout, c'est hyper adulte et hyper renseigné et tout. C'est vraiment quelqu'un qui doit se poser des questions sur, comment ça fonctionne un gouvernement, c'est quoi des pouvoirs, des contre-pouvoirs. Et c'est vraiment très très beau, très matérialiste en fait. Okay. Et mais en ayant une couche d'intime et de poésie et de conte en fait par-dessus qui fait que ça rend le truc plus populaire du coup. Ouais, carrément, et qui je pense que c'est très difficile à articuler de tous ces niveaux-là, tous ces tons-là, et en fait ils arrivent à le faire. Et moi ça m'a vraiment ouvert sur je pense que c'est un des premiers films où je me suis dit il y a pas que genre j'y connais rien en truc japonais, il y a pas que les trucs qu'il y avait au Club Dorothée, même si c'est très bien, et il y a pas que Miyazaki qui fait des bons longs métrages quoi. Est-ce que tu aurais un plaisir coupable? Un film que t'as un peu honte de regarder? Alors, je précise, en fait, j'ai un peu du mal avec l'expression plaisir coupable. Je vais faire mon mec un peu chiant. En fait, je pense qu'on devrait... Comment dire? Un plaisir peut pas être coupable Ouais, en fait, on devrait pas être coupable d'un plaisir. Je suis d'accord. Et je trouve souvent que les gens emploient plaisir coupable. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est souvent les gens disent « Ah, mais c'est un peu mon plaisir coupable ». En fait, c'est souvent des films qu'ils aiment sincèrement et qu'ils ont honte d'aimer. Ouais. Et c'est pas tellement, tu vois, en fait, c'est une culpabilité qui... Par rapport à la société. Par rapport à la société. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que tu peux aimer des trucs en sachant pertinemment que c'est des conneries. Enfin, que c'est pas, super ambitieux, ni exigeant, ni quoi que ce soit. Mais il n'empêche que tu l'aimes quand même pour des bonnes raisons, quoi. Enfin, genre, c'est... Et... moi, je pense ce qui serait mon plaisir coupable, mais en ayant précisé que je ne ressens aucune culpabilité, je pense que c'est les Underworld. La saga des Underworld, je suis très très fan de la saga des Underworld, en sachant pertinemment que c'est un peu nul. Mais en fait, même les trucs nuls, je les aime bien dans les Underworld. C'est complètement des sous-Matrix, c'est des trucs qui sont comme Equilibrium et tout. Là. Enfin, il y a eu toute une phase où c'était... Blade, dans une certaine mesure, c'était un peu ça aussi. Quoi que c'était peut-être avant Matrix. Ah non, Blade, c'était même avant Matrix, donc je pense que j'ai dit des bêtises. Il y a eu une phase comme ça, cuir pistolet, grosse pose, tu vois, les trucs qui se la pètent et tout, machin. Et j'adore les Underworld, mais vraiment ultra premier degré, quoi. Genre vraiment, je trouve ça... J'adore les regarder, je trouve ça très con, et en même temps, c'est plein de bonnes idées. C'est assez... mais c'est poseur, et c'est daté de ouf. Mais je sais pas, il y a un lore qui est pas inintéressant, les scènes sont cool, les gens sont beaux, les loups-garous ils sont cool, tu vois, il y a un truc comme ça, il y a un petit propos, lutte de classe, viteuf, un peu bébête, mais qui me va très bien. Il y a Kate Beckinsale en cuir qui a 2 flingues et qui fait des sauts périlleux, et j'aime vraiment, et c'est pas juste le premier que j'avais vu au ciné, c'est la saga, parce que ce que j'aime bien, c'est que c'est systématiquement débile mais toujours inattendu, comme dirait dans Kaamelott, tu vois. En fait, à chaque film, c'est pas toujours les mêmes réalisateurs, des fois ils partent dans des délires un peu différents. J'ai pas vu le dernier, mais ils sont tous bêtes de façon très différente, et ils ont tous des qualités que les autres n'ont pas, tu vois ce que je veux dire. Genre, par exemple, le scénario du 2 est complètement flingué, genre ça a aucun sens, c'est complètement incohérent, alors que le premier avait le mérite d'avoir un lore relativement cohérent. Mais le 2, je trouve, règle tous les trucs d'action du premier. Genre, il est ultra généreux en action, il y a plein d'idées turbo débiles et qui fonctionnent super bien. Et à chaque fois, c'est une expérience nouvelle. Faudrait mixer ouais, tout, c'est ça, faudrait mixer. À chaque fois, c'est surprenant, tu vois. En fait, tu retrouves la base du truc poseur con, et en même temps, à chaque fois, il y a des nouvelles propositions. Ils avaient fait une espèce de reboot, c'était pas un reboot, mais c'était le 4, du coup, j'imagine. Où ils avaient filé ça à, je sais plus quoi, un réalisateur d'Europe de l'Est, dont j'ai oublié le nom, je me souviens même pas du scénario, par contre l'action était trop bien, genre vraiment c'était pas comme d'habitude, il y avait un autre truc, et c'est vraiment le genre de truc où je suis trop content qu'ils continuent à en faire. Je sais pas pourquoi ils continuent à en faire, parce que j'ai pas l'impression que ça marche tant que ça, et tout le monde trouve ça relativement ringard quand même, et daté est pas terrible, quoi. Ouais, c'est ça, je me dis, c'est cool qu'ils continuent à faire des Underworld. Là, je sais qu'il y en a un que j'ai pas vu encore, je suis content qu'il existe, alors que c'est probablement pas bien. Mais tu vois, je me dis, il en faut aussi des trucs comme ça, et moi, ça me coûte s'ils rentrent dans leurs frais, ils continuent à le faire. C'est aussi ça le cinéma, tu vois, genre c'est... Pour continuer les Underworld. Ouais, continuer les Underworld, s'il vous plaît, c'est vraiment super. Alors, est-ce que tu aurais un film vraiment culte
et un réalisateur fétiche où dès qu'il y a un film qui sort, tu te jettes dessus. Alors... Ouais, je pense, en fait, c'est mon film culte, ça serait Jurassic Park, c'est sûr. Après, bizarrement, je saute pas forcément sur les Spielberg maintenant. Non pas que c'est pas bien ce qu'il fait maintenant, mais comment dire, c'est pas devenu en fait, c'est le réal qui m'a, je pense, construit le plus. Mais c'est pas forcément celui que je suivrais vraiment maintenant. Maintenant, je pense ce qui aurait pris le dessus, je pense que ça serait les Wachowski. Ok. Parce que je précise ça parce que je disais Jurassic Park c'est mon film préféré, mais mon film, je pense culte, même si c'est dur à définir culte, je pense que c'est Matrix. Ok. Et la trilogie ou Matrix? Ouais, la trilogie, ouais, carrément. Alors avec évidemment il y a des choses à reprocher aux 2 et 3. Mais Matrix, ça a vraiment été donc plus un truc d'adolescent, du coup, où en fait, sur le moment, je sais pas si les gens se rendent compte, je sais pas si t'as vu Matrix au cinéma quand il est sorti, t'étais dans la hype Matrix à fond. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que les gens un peu plus jeunes n'ont pas forcément ça en tête, surtout depuis que justement t'as eu, ça a été un peu repompé, tu vois, le bullet time, il a été fait 12 000 fois. T'as les esthétiques, ce truc esthétique un peu conspirationniste qu'il y a dans Matrix. Je le dis pas au sens, c'est un reproche, mais ça, tu vois, ça a abreuvé Anonymous. En fait, c'est dilué dans la culture. Le fait que t'aies des abrutis qui maintenant reprennent la pilule rouge pour dire, pour des trucs d'incel, masculinistes et tout machin, ce qui est lunaire. Hein, mais tu vois qu'en fait, c'est devenu des codes hyper mainstream, mais je sais pas si les gens se rendent compte, je sais pas si tu te souviens la hype autour de Matrix à l'époque, il y avait vraiment un truc de, justement tu vois ce genre de film qui, quand il sort tu te dis, ah bon, c'est-à-dire à partir de maintenant le cinéma c'est comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Bah ça arrive quasiment jamais, hein. Bah non, et c'est pour ça que tout à l'heure tu vois je te disais, j'ai l'impression que là je suis dans une phase de, putain je trouve pas de films qui font ça maintenant. Et c'est un peu dommage. Il y en a eu d'autres, il n'y a pas eu que Matrix, mais vraiment ce truc de personne n'avait fait ça. Alors que pourtant c'est un mélange de plein de choses. C'est-à-dire que c'était du kung-fu qui est génial, mais c'est du kung-fu parce que c'est Yuen Woo-ping à la chorégraphie, ils ont fait venir du Hong Kong. Mais tout ça mélangé de cette façon, ça crée il y a vraiment eu un virage dans le cinéma à ce moment-là. Ça pose un précédent en fait. Ça fait vraiment jurisprudence. Et au point d'ailleurs que t'as plein de trucs sous Matrix pourris. Mais ça crée vraiment un truc incroyable. Et tu vois même l'exemple du kung-fu, moi je me souviens de trucs du style de moments qui m'ont marqué où il y a un avant et un après. Par exemple, j'étais très fan de la bagarre de l'opéra du 5e élément, avec la techno-opéra là et tout. Et je me rappelle l'avoir revu des années après avec Matrix plus ses suites, etc. Et avoir justement utilisé ça comme porte d'entrée dans le cinéma hongkongais et tout. Et revoir la scène, et c'était plus la même. Okay. Tu vois, c'était... Mais en fait, le combat, il est un peu naze. Enfin, tu sais, elle fait... C'est des trucs que tu... Alors que pourtant, elle était géniale, c'est la même scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé Matrix, et du coup, tout ce qui va avec, quoi, tout ce que ça t'ouvre. Et ce que je trouve ouf avec les Wachowski, c'est qu'elles ont fait ça. Alors après, il y a certains trucs un peu ratés de 2 et 3, les gens les aiment pas trop et tout. Moi, je trouve que, en dehors du fait qu'effectivement, il y a des trucs qui ont été ratés, il y a un truc hyper cohérent dans la trilogie de Matrix, vraiment. Ah cool, merci, ça me fait plaisir. J'adore, moi je regarde les 3 à trop bien, fois. c'est cool. Mais ouais, tu vois, il y a des trucs, il y a des moments qui sont un peu bizarres dans le 2 et le 3. Je sais qu'apparemment la prod a été un petit peu compliquée, notamment il y a eu des exigences de jeu qui étaient un peu bizarres et tout, donc bon, il y a des trucs qui sont difficilement compréhensibles, mais quand tu les mates plusieurs fois, tu comprends le truc, et il y a des trucs qui ont un peu mal vieilli. Le premier, par exemple, a moins mal vieilli que les 2 et 3. Ça, c'est clair et net. Mais il y a aussi parce qu'il y avait ce truc de, justement, faut qu'on continue à pousser le bouchon sur les effets spéciaux. Bah, malheureusement, les bouchons qu'ils ont poussés sur le 2 et le 3, il y a des trucs, c'était de l'essuage de plat. Mais alors, pourtant, à l'époque, cette bataille... Ah, mais c'était un truc de... on a pété un câble, la bataille avec tous les agents Smith, là. C'est vrai que tu la revois maintenant, tu fais, ah oui, PlayStation 2. Bonjour. Mais bon, c'est un truc de ouf. Et les Wachowski, en fait, elles auraient pu complètement se dire, on va faire du Wachowski tout le temps. Et en fait, le film qu'elles font après, c'est Speed Racer, quoi.
Ce qui est un truc c'est du suicide. C'est genre, c'est pas possible. Et pareil, Speed Racer, que j'avais pas été voir, et je pense que c'est même avec Speed Racer que je me suis dit, mais en fait, les Wachowski, elles sont trop fortes, il faut les suivre. Même quand elles se foirent. Parce que je l'avais vu par hasard, j'avais pas envie de le voir. J'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit, bon, ok, elles ont fait Matrix, mais tant pis, ça a pas l'air bien. Et en fait, au bout de 15 minutes de Speed Racer, j'ai fait, ok, c'est trop bien. Ouais, c'est juste génial. Et c'est génial, pareil, dans un truc de personne avait fait ça. Enfin, ça ressemble à rien d'autre, en fait. Et à chaque fois, t'as ça. Et ça veut pas dire que je trouve que tout ce qu'elles font, c'est bien. Mais je trouve qu'elles ont tout le temps un truc à proposer. Qu'elles ont un peu niqué leur carrière aussi, manifestement, parce que commercialement, Speed Racer, ça a bidé. Jupiter Ascending, c'est pas très bien. Elles ont fini par larguer le montage pour aller faire Sense8. Du coup, c'est pas un film très intéressant, même si tu vois qu'elles ont tenté des choses. Cloud Atlas, qui fait ça, quoi? Enfin, genre, c'est fou, quoi. En plus, Cloud Atlas, c'est vraiment, tu vois que, la Warner, ils veulent plus d'elles parce qu'elles font trop nimp. Et du coup, elles vont faire ça avec un troisième réal qui s'appelle Ticour, ou le mec qui a fait le parfum, j'ai oublié, et Cour le Lacour, j'ai oublié son nom. Elles font un montage financier ultra compliqué, ou pour qu'en fait, il n'y ait pas un gros studio, parce que de toute façon, aucun gros studio voulait faire ça. Donc, à trouver de l'argent à droite, à gauche, pour financer ce truc qui est quand même ultra ambitieux, ultra cher. Et en fait, je trouve qu'à chaque fois, elles ont un truc intéressant, en fait. C'est vraiment des gens que... et tu vois, ça ferait pas ça avec Spielberg. Spielberg, moi j'aime beaucoup ses films, mais des fois, son sujet c'est quoi cette année? Bon, il va faire ça. Bon, c'est pas un sujet qui m'intéresse trop. C'est sans doute très bien. Ouais, on met pas tout en jeu. Et c'est plus au cas par cas. Alors que les Wachowski, je trouve que t'as vraiment un truc de Sense8 aussi, tu vois, t'as un truc hyper intéressant dedans. Et il y a un truc un peu maudit aussi avec les Wachowski, tu sens qu'elles galèrent en fait. Elles galèrent pourquoi? Parce qu'elles essaient de faire ce qu'elles veulent. Alors le Matrix 4, j'ai ultra peur. Mais tu vois, Matrix 4, je crois qu'il y en a qu'une des deux, je sais plus laquelle qui est dessus. Je sais pas pourquoi il y a pas les deux d'ailleurs, c'est déjà un peu inquiétant. Mais je suis curieux parce que je me dis, et je me dirais pas forcément ça avec n'importe qui reprend sa vieille franchise, sa seule gloire. J'ai vraiment l'impression que... Enfin, tu vois, je vais être comme ça. C'est-à-dire que, en gros, en vrai, je m'attends à ce que ça soit un naufrage. Parce que, tu vois, mais je me dis, c'est pas impossible que elles arrivent à trouver un truc qui fait... c'est pertinent de faire un Matrix maintenant, tant d'années après. Et on peut... tu vois, Matrix Reloaded, déjà, un des trucs qui plaît pas aux gens, c'est qu'en fait, ça remettait déjà en cause plein de trucs du premier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc de se dire, ok, on a calmé tout le monde avec Matrix, bon maintenant, tout ce qu'on vous a dit dedans, on va le remettre en cause. Et c'est ultra malin. Enfin, c'est genre, tu vois, c'est là où tu vois les gens ambitieux, en fait. Quoi. Et je me dis, il est possible, ce n'est pas impossible, qu'elles arrivent à faire ça avec Matrix 4. Et si elles y arrivent, c'est le Messie, quoi. J'en doute. mais c'est des gens dont je me dis qu'on peut attendre ça. On peut vraiment attendre la prochaine et se dire, elles sont capables de faire un truc qui va tout changer, et surtout elles sont capables même de faire un truc qui va pas tout changer parce que genre Speed Racer personne l'a regardé quasiment, enfin si les gens l'ont vu mais ça a bidé quand même par rapport au budget, mais elles avaient, même si ça a pas été retenu par tant que ça a pas tant retenu l'attention que ça, et ben c'est un putain de film intéressant ça, et que je recommence. Et c'est une preuve qu'elles essayent de faire des trucs, et ça c'est vraiment un truc que je trouve très très balèze avec des gens comme ça, quoi. Bon, t'as déjà vu Last Action Heroes? Oui, bien sûr. Alors, si t'avais un billet magique, dans quel film t'aimerais aller, en fait? Waouh. C'est difficile comme question, parce que en fait, t'as pas forcément envie d'aller dans les films que t'aimes bien, parce que ce qui s'y passe, c'est pas très cool. C'est clair. T'aimerais pas trop vivre la vie. J'ai pas envie de vivre dans les films que je regarde, en fait, du tout. Ça a pas l'air sympa. Si c'est une réponse en soi. Hein. Ça veut simplement dire que tu préfères le réel que partir dans une fiction. Non, mais c'est surtout que t'as pas envie de vivre... surtout quand c'est des films comme ça de... Enfin, dans les films, il se passe des trucs... Tu vois, j'ai Jurassic Park. Tu sais, c'est le truc de... Toujours le problème que j'ai avec Jurassic Park, c'est que ça donne envie aux gens de... Tout le monde se dit, ça serait trop bien un parc avec des dinosaures, alors que...
Non mais dans le film c'est quand même assez clair que non, ça serait pas ouf quoi. J'ai pas envie du tout de vivre dans un parc où il y a des dinosaures, il faut surtout pas faire ça. Genre Star Trek, tu vois. Alors je suis pas très calé en plus en Star Trek. Du coup ça serait plus les anciens. Star Trek, c'est un monde que je trouve désirable, tu vois, par rapport à tu vois, c'est quand même un monde où ils ont il y a toujours des problèmes à gérer, sinon il y aurait pas de série, il y aurait pas de film. Mais c'est une science-fiction où les mecs se disent, dans le futur, on a résolu les problèmes de manque de tout en fait. C'est le principe de base quoi. La Terre est relativement unie, il y a plus d'inégalité, il y a plus de guerre, il y a plus rien, et on ne fait que passer notre temps à faire des trucs stylés. C'est-à-dire on va explorer l'espace, on va augmenter notre compréhension du monde, mais on va explorer sans conquérir, puisque t'as pas besoin de conquérir, vu que t'as pas de problème tu manques de rien, t'as rien à imposer. Et ouais, je pense, tu vois, ça c'est des univers qui sont vraiment désirables, au sens où, alors ok, il y a des méchants, il y aura toujours des problèmes, mais c'est la société qu'ils décrivent est vraiment désirable, ce qui est quand même assez rare, même en SF en général. D'ailleurs, il y a un truc intéressant qui est que moi j'aime bien la SF, mais la SF, tout ce que t'es capable d'imaginer, c'est soit des trucs complètement dystopiques, genre vraiment des sociétés totalitaires ou hyper inégalitaires, des trucs vraiment horribles quoi, ou tu sais les films qui te font genre en fait c'est la même chose que maintenant mais en pire, c'est tout le temps ça le principe, ou alors le gros truc c'est on fait du post-apo, c'est genre maintenant on n'arrive tellement plus à imaginer un avenir désirable que toute la SF c'est du post-apo. Là je citerai le copain Raphaël Colson là-dessus qui bosse sur le post-apo et qui montre que quantitativement vraiment, si tu comptes les œuvres, hein, vraiment, bête et méchant, tu quantifies en termes d'œuvres, le post-apo c'est énorme maintenant, et dont la moitié c'est du zombie. Qu'est-ce qu'on a comme truc qui te vend un monde quand même où t'aimerais bien vivre quoi. Ou alors si, mais tu tombes dans du Disney, c'est-à-dire en fait c'est une espèce de monde auquel tu crois pas trop quoi. C'est-à-dire que c'est du conte de fées, ou c'est du... là, genre, les derniers films Disney, c'est... ils reprennent leurs anciens trucs, tu vois, genre... La Belle et la Bête, Dumbo et tout. Et ils vont juste te faire « Ah, mais c'est un monde où il y a des gens méchants, mais à la fin, les gentils gagnent, et puis il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de... tu vois, il n'y a pas de... En fait, on met tout sous le tapis. Et bon bah oui c'est désirable dans un sens mais c'est trop, moi j'y crois pas quoi, tu vois, mais des trucs qui te font une perspective comme ça. Mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, tu m'aperçois que dans les réponses de l'invité, tu vois là on sent ton côté collectivité, bien commun. Et pas t'as pas été sur le désir plutôt individualiste et libéral dans quel film moi je pourrais m'éclater, tu vois. Et t'as tout de suite été sur une proposition de société, tu vois, de monde. Je trouve ça du coup vachement intéressant. Oui, c'est vrai. Après ça va avec, hein, c'est aussi une forme, il y a une forme d'égoïsme aussi à vouloir vivre dans une société qui moi je pense que tu dois trop t'éclater dans la société de Star Trek quoi. Plus libéré, ça a l'air tu vois, il y a pas trop de problèmes, il y a des gens en plus t'as Star Trek, c'est les premiers où t'as un baiser à la télé entre un homme blanc et une femme noire, métisse je crois. Tu vois, il y a aussi tout ce qui va avec en fait ça porte des trucs où tu te dis en fait le monde est passé à autre chose, tu vois. Alors que dans la plupart des films, justement, dans beaucoup d'univers, en fait, on te montrerait des gens en train d'essayer de dépasser ça, au lieu de juste partir du principe que c'est plié, vrai, quoi. C'est vrai. Tu vois, genre, je sais pas, tu joues à Mass Effect, qui est un univers un peu Star Trek-like, même si pas vraiment, mais à la base, il partait d'un délire un peu à la Star Trek. Mass Effect, on va te dire, entre différentes espèces, parce que t'as les aliens aussi, humanoïdes, tu peux avoir des relations, c'est tout à fait... Ils ont complètement dépassé ça depuis longtemps. Mass Effect 3, t'apprends que il y a un personnage masculin qui parle de son mari qui est décédé, et à aucun moment ils te font un truc du style oui, le mariage homosexuel, on est bien content de... Non, c'est juste, en fait c'est ils appuient pas, genre évidemment en fait. Tu vois, genre c'est évidemment, c'est déjà
acquis puisque c'est le futur. Et dans le futur, on a dépassé ces conneries. C'est un truc complètement acquis, ce n'est pas un sujet. Et le sujet, c'est plutôt, on va... oh là là, on tombe sur une espèce galactique qui a telle propriété, qui du coup fonctionne comme ça. Donc c'est un peu un problème parce que du coup, il faut comment on interagit avec elle. En fait, tu te poses des questions intéressantes, quoi. Et t'es pas en train de te prendre la tête avec de la merde, avec des mecs qui défoncent la planète et qui, tu vois, enfin, tu sais, t'as pas de réchauffement climatique, c'est plié, quoi. C'est évidemment, quoi, on a réussi à gérer ce problème, quoi. Alors que la SF maintenant, c'est plus genre non, la plupart des trucs, c'est genre non, on a tout niqué, on a rien réussi à faire, on est nul. Merde. Est-ce que tu aurais un documentaire préféré qui t'a marqué, que tu pourrais recommander? Ouais, en fait j'en ai pas mal. Je dirais, si je dois en retenir un, j'aime beaucoup King of Kong comme documentaire. Alors, bon, il y en a plein d'autres qui sont très très bien et sur des sujets plus généraux, mais King of Kong, tu l'as vu j'ai un doute là. C'est un truc sur des compètes de King Kong sur borne d'arcade. C'est les premiers en gros pro players, tu vois. Et en fait, il est ouf ce docu, je trouve, parce que déjà il est assez cool parce qu'en gros t'as deux personnages principaux qui est le mec qui était le champion qui avait le record du monde de King Kong, qui est ultra fort à plein de jeux. C'est vraiment la première génération de joueurs stars en fait, et qui est une espèce de beau friquin avec pas un mulet mais les cheveux longs comme ça. Il a des trucs drapeau États-Unis partout. Enfin, tu vois comment il est avec les gens, avec sa femme. Il fait femme trophée. Il a son entreprise. C'est vraiment le rêve américain mais le plus bas du front possible. Et il est odieux avec les gens. Il se la pète. Il est affreux. Et en face, ça raconte un type qui est un prof. Puis prof aux États-Unis, c'est vraiment assez précaire, et qui, quand il était au chômage, s'est dit qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts? Eh ben, je vais essayer de devenir encore plus fort à King Kong. Et c'est la lutte entre guillemets pour le titre entre ces deux-là. Ah oui, donc t'as deux incarnations. Et ce que je trouve, en fait, c'est pas forcément mon documentaire préféré, mais c'est un documentaire qui m'a fait comprendre. Il est très bien fait, il est vraiment très bien rythmé. C'est vraiment c'est impeccable, mais c'est le documentaire qui m'a fait comprendre qu'en fait un documentaire c'est pas juste un truc informatif de en telle année il s'est passé ça, allons interviewer machin qui va nous raconter. C'est qu'en fait il y a des enjeux. En fait tu pourrais presque écrire ce film en fait, c'est-à-dire il y a t'as un antagoniste, t'as l'histoire d'un mec qui galère pour prendre le titre, comme tu vois dans un truc de karaté quoi, tu vois, c'est vraiment le truc classique. Sauf que c'est des vrais gens, c'est vraiment des enjeux de leur vie, et t'as tout, en plus ça te raconte, ça te raconte l'Amérique quoi, ça te raconte plein de profils de gens, ça te raconte une époque aussi, parce que le Billy Mitchell, le type qui est champion à ce moment-là, il vient d'une certaine époque aussi de l'Amérique, ce truc avec sa cravate USA, machin, je suis la réussite, je suis machin, alors que c'est juste un gros con quoi. Et en plus, t'as des histoires de triche, t'as tout en fait. T'as des enjeux de narration qui sont réels, mais qui en fait sont des enjeux que tu pourrais mettre dans une fiction en réalité. Et ça m'a vraiment, je pense que ça m'a marqué parce que j'ai vraiment compris ce truc de c'est un documentaire, c'est une narration. C'est une histoire qui a des enjeux, c'est un angle aussi. C'est-à-dire que les gens qui ont fait le documentaire ont un angle. Et après ça a vraiment changé complètement ma vision de ce que je cherche en documentaire. Et on avait fait j'avais beaucoup regardé de docu parce que Alt 236 avait fait 2 vidéos où il recommandait des docus, 10 docus justement je crois, à chaque fois. Et je les ai tous bouffés parce que je me suis rendu compte que Alt, il a vraiment compris ça. On a fait un live d'ailleurs tous les deux là-dessus. Alt, il a vraiment compris ça, c'est-à-dire que les documentaires qu'il met en avant, à chaque fois, je me disais, mais ouais, il y a ça. Il y a un enjeu, il y a un truc. Et des fois, sur des trucs, mais tu vois, de merde, en fait. Tu vois, genre, les tournois de King Kong, en réalité, c'est pas, tu vois, c'est pas censé être un enjeu génial. Et en fait, si tu l'as, et t'as aussi ce truc de,
En fait, tomber sur pour faire ce genre de documentaire, faut tomber sur un filon, en fait. Il y a vraiment ce truc de... tu pars sur un sujet, et en fait, les bons documentaires, c'est souvent ceux qui t'amènent ailleurs, quoi. Ouais, qui t'amènent ailleurs, et tu sens que ça a amené les gens... Je tape dans le micro. Ça a amené les gens qui font ce documentaire à... Comme Tickle, tu l'as vu ? Ouais, comme Tickle. Bah alors Tickle, c'est vraiment génial, bien sûr. Chaque fois, je te remercie, Quentin, parce que c'est vrai que tous les docus qui proposent... Ah bah oui, carrément. C'est toujours des docus qui ont ce truc-là de Tickle, ouais, qui est... Non mais, meilleur exemple, c'est vraiment ce truc, c'est sur des gens qui font des vidéos de chatouilles. Et en fait, c'est lunaire, c'est trop bien. Mais moi, ce que je trouve la force du docu, déjà, c'est que aimant à fond le réel, c'est que voilà, le réel ressurgit, mais c'est que surtout, moi, je me dis souvent, mais si tu me proposes ça en fiction, j'y croirais pas. Et oui, tu vois, bien sûr. Il y a cet aspect-là, c'est que c'est tellement gros, c'est tellement appuyé. Là, tes deux personnages de King of Kong, c'est des caricatures, quoi, limite. Bah ouais. Et tu te dis, bah, si un réel me montre ça, je me dirais, ah bah putain, super la nuance, quoi. Ouais. Donc ouais, il y a quand même aussi ce truc-là, c'est que en fait, le réel est plus fort que la fiction. Hein. Mais c'est le truc de Fargo des frères Cohen, qui commence par ceci, je sais plus exactement, il y a une formule au début, ceci est inspiré de faits réels, par respect pour les victimes, nous avons changé les noms. Donc c'est des conneries en fait. C'est que de la merde. Ouais. Mais en fait, leur logique c'est ça, c'est qu'ils se sont dit, ils ont remarqué ça, ils se sont dit en fait, si les gens ils croient que c'est pas un documentaire mais que c'est tiré de faits réels, alors c'est vraiment le truc promotionnel en plus, inspiré d'une histoire vraie. Des fois ils te le font pour genre des trucs de surnaturel. Tu vois des trucs de possession inspirés d'une histoire vraie et t'as des fantômes, t'as la vraie. Mais en fait c'est vrai que ça te change le truc parce que tu te dis c'est vraiment fou quoi. Et les Cohen ils assument complètement que en fait ils ont remarqué ça, ils se sont dit bah tu sais quoi, on va mettre un panneau au début, c'est que de la merde, c'est pas vrai. Mais ça va changer la façon que les gens ils vont percevoir le film. Ça, c'est intéressant. Et ça fonctionne très très bien. Et par exemple, je sais pas si toi ça te le fait, dans les films inspirés de faits réels ou les docus, moi j'aime bien me renseigner sur justement la réalité du truc. Parce que même les documentaires, des fois, en fait, tu te rends compte qu'il y en a, ils peuvent même être malhonnêtes, hein, des fois, sur certains éléments. J'aime bien voir les critiques, mais toujours après. Parce que même un documentaire, ça se spoil, en fait. C'est ça qui est terrible. En fait, tu veux... Alors, genre Netflix, ils ont bien compris ça, hein, parce qu'ils te font des cliffhangers. Genre Tiger King, c'est vraiment le truc... Alors moi, je trouve ça super, mais par contre, c'est Netflix à fond, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils te délayent l'intrigue. Et tu sens qu'ils sortent leurs pépites qu'au bon moment et tout pour te faire un truc. Et en fait, t'attends moi, j'attends toujours la fin. Et pareil pour les films inspirés d'histoires vraies. Et souvent, tu te rends compte qu'en réalité, les trucs qui ont été simplifiés ou mis de côté, etc., ben en fait, des fois, les trucs les plus ouf, c'est justement ceux-là qui sont vrais, voire même ils sont atténués, quoi. Tu prends Pain and Gain de Michael Bay, où pareil, c'est inspiré d'une histoire vraie, et à un moment donné, il fait un truc qui me fait trop rire, parce qu'il y a quand même Michael Bay pour sortir un truc aussi claqué, mais en même temps, il a raison. Il y a une scène où, donc il te dit au début, c'est inspiré de faits réels, il y a une scène où il se passe un truc, mais genre vraiment, les mecs ont atteint un niveau d'absurdité dans leur vie, les événements qui se passent sont tellement grotesques. Il met pause, et il met « c'est toujours une histoire vraie ». Et je trouve ça drôle, parce que bon c'est Michael Bay, il est pas fin, donc il se dit « là j'ai un gadget à mettre pour faire le malin ». Et en fait, tu regardes la vraie histoire des mecs, et en fait, ce qui est faux dans le film, c'est pas spécialement les trucs les plus ouf, c'est plus des trucs pour simplifier, ou pour faire un petit dialogue sympa ou des trucs comme ça, où ils ont fusionné deux personnages pour que ça aille plus vite et tout. Mais par contre, les trucs les plus ouf sont vrais en fait. Et effectivement, c'est des trucs que t'as raison de dire ça. Je pense que ça n'aurait pas été accepté. On te dirait mais c'est pas cohérent, c'est nimp. Et parce que dans la vie, des fois, il se passe des trucs encore plus ouf. Et c'est dur de trouver une façon de le raconter en fait, que ce soit en docu ou en film inspiré de faits réels, c'est trouver l'angle et pour que ce soit crédible, que ce soit touchant, que ce soit que ça vraiment le truc de dire c'est ça qui est intéressant dans cette histoire et pas juste un bête fait divers. C'est vraiment trop bien quoi. Et c'est pour ça par exemple moi j'adore j'adore les faits divers. Parce que j'adore quand il y a des gens qui font des trucs horribles. Mais il y a vraiment un truc intéressant sur comment tu utilises un fait divers. Et politiquement, c'est vachement intéressant parce que, par exemple, c'est souvent beaucoup... genre l'extrême droite adore instrumentaliser des faits divers.
parce que ça te prend aux tripes, et en plus, comme tu vois, tu peux te dire c'est l'insécurité, et puis en plus, si le méchant dans l'histoire, il est pas de la bonne couleur, c'est parfait pour eux, tu vois, et ils adorent faire ça. Mais en fait, ils le font de manière vraiment, tu vois, ils vont utiliser le truc le plus glauque, en fait, tu vois, c'est voyeuriste, c'est terrible. Mais c'est con que les gens, justement, se disent, si c'est un fait divers, justement, c'est fait divers, ça ne raconte rien. C'est-à-dire que c'est une anecdote, et c'est, voilà, ça ne représente rien. Et c'est pas vrai, parce qu'en fait, dans toutes les petites histoires de chacun dans la réalité, et surtout les trucs les plus ouf, t'as des choses à apprendre du monde, en fait. T'as une sociologie, c'est ça, en fait, c'est tout le contexte qui est lié à cet acte, et c'est qu'est-ce qui a amené à ça, quoi. Ouais. Mais les gens qui instrumentalisent, justement, ne dépassent jamais l'anecdote et vont jamais chercher à comprendre. Se comprendre, c'est déjà exclusif. Je te donne un exemple, il y a pas longtemps, on m'a envoyé, je discutais avec un copain qui fait des jeux vidéo et qui me montre un film qui s'appelle Game Changers, qui est un film sur les mecs qui ont fait GTA. C'est un téléfilm, c'est avec Daniel Radcliffe, qui est assez bien fait, et qui raconte en fait notamment la polémique. Ça part surtout d'une polémique où en fait une de nombreuses qui est autour de GTA, parce qu'il y a un jeune aux États-Unis qui a tué des flics, qui s'est fait arrêter, il a tué des flics dans le commissariat, et il a piqué une bagnole de flic, il s'est barré. Ils l'ont rattrapé 500 mètres plus loin, et il est envoyé en prison. Et en fait, c'est un gamin qui jouait énormément à la console, et qui jouait à GTA, et il a dit un truc du style « j'ai fait comme dans les jeux vidéo », ou un truc comme ça. Donc, tollé, t'as un avocat qui part en mode eux je vais les détruire, les jeux vidéo ça rend violent, etc. Et les mecs de GTA qui sont plutôt des mecs mais qu'est-ce qui nous emmerde, et qui veulent pas aussi, il y a aussi ce truc de ils veulent pas prendre leurs responsabilités aussi vis-à-vis de ça. Okay. En fait, il y a un truc qui est ouf, c'est que c'est tiré d'un vrai événement. Et ben en fait, quand tu regardes ces trucs-là et que tu poses la question de justement, c'est pas que informatif, il y a un angle qui a été choisi. Là, c'est un peu compliqué de définir l'angle parce que tu vois les deux camps. Mais tu vois les deux camps, par contre, tu ne vois rien du gamin. En fait, le gamin, tu le vois jouer à GTA chez lui. Tu vois que manifestement, alors c'est un Afro-Américain. Je sais pas s'il montre pas que justement, enfin, tu vois qu'il vit quand même plus ou moins dans la misère. Je crois qu'il est mère célibataire, ce genre de truc. Enfin, t'as un tout petit peu de contexte social, mais très peu. Et en fait, à partir du moment où il fait ça, t'en entends plus parler, en fait. T'as un petit panneau à la fin pour dire qu'il est toujours dans le couloir de la mort. Et c'est tout. Et en fait, tu vois, si tu te dis, mais attendez, c'est un choix de pas montrer, et c'est un choix important pour l'enjeu de dire, alors qui c'est qui a raison? Le type qui dit les jeux vidéo ça rend violent, ou les types qui font des jeux vidéo qui veulent pas prendre leur responsabilité sur ce qu'ils mettent dedans parce que c'est des petits privilégiés et qui, eux, ils veulent juste faire des trucs un peu sympas. Donc quelle est la condition de ce gamin qui l'a amené à faire ça? Il y a peut-être d'autres raisons en fait que le jeu vidéo en fait. Et le montrer que en train de jouer. En plus, ils font un truc de mise en scène qui est que ils le filment comme dans un GTA. Quand ils font son truc. Donc je sais pas si c'est juste un gadget, ils se sont dit ça serait cool de faire ça. Sauf que ça appuie l'idée qu'en fait, il est vraiment en train de faire comme dans un GTA et que c'est ce qui se passe à ce moment-là. Mais il te parle pas du fait que c'est un Afro-Américain. Socio-économiquement, ça veut pas rien dire. Aux États-Unis, c'est quoi les conditions de vie de ce gamin? Pourquoi il est au commissariat? Je crois que il piquait une bagnole ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il faisait. Pourquoi il est dans la délinquance, ce gamin? De base, en fait. C'est pas parce qu'il joue à GTA. Ça serait quand même étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent à GTA qui finissent pas en prison. Donc tu vois, enfin il y a si le critère c'était GTA, j'ai l'impression qu'il y a d'autres éléments en fait, là, tu vois, quand même surtout dans la société américaine où c'est assez documenté quand même les rapports tu vois avec la police, que tu vois, enfin il y a pourquoi ce gamin passe ses journées à jouer à la console? Clairement, juste ça déjà. Pas parce que j'étais assez addictif. Enfin, si aussi. Mais comment ça se fait? Et qu'est-ce qui a fait qu'il a été se réfugier là-dedans? Qu'il soit déshonoré et tout. Et bref, c'est vraiment intéressant, je trouve, d'essayer de voir ce qui... pour boucler sur les documentaires, les bons documentaires font ça, ils comprennent le sujet, en fait. Ils comprennent que c'est qu'il faut l'aborder d'une certaine manière. Et voilà, je reviens à King of Kong, mais King of Kong, je pense justement du fait que le sujet soit aussi... anecdotique, tu vois. Enfin, c'est des compètes de King Kong, quoi. Et en fait, là, tu vois, il y a du contexte parce qu'ils te le montrent. Et ils ont compris ce contexte. Ils ont compris que ces deux mecs, ils représentent quelque chose. Et ça se voit que Billy Mitchell, le type qui se la pète, ils doivent avoir des heures de rush, ils ont bien mis toutes les pépites qu'il a sorties parce qu'il sort vraiment des trucs complètement incroyables. Et que l'autre, tu le vois avec ses gamins, tu vois qu'il est pas du tout dans le même type de famille.
qu'il est pas dans la même condition sociale, il a pas les mêmes interactions avec les autres gens et tout. Et ils te le montrent. Parce qu'ils sont malins. Et parce qu'ils ont compris que le sujet, c'était pas juste King Kong, en fait. Oui. Ils ont dépassé leur sujet. Non, mais c'est super intéressant. Mais c'est vrai, les docus pour ça, c'est... tu sais, ça me fait penser à Striptease aussi, où... Alors moi, je suis un fan absolu de Striptease, et souvent les gens te disent c'est du voyeurisme. Mais en fait, moi je me dis, non, c'est un miroir qu'on met devant toi. En fait, ça en dit plus sur toi, de ta manière de voir le monde. Et si toi t'es voyeur et que tu te dis c'est que t'as un problème avec ça, et si t'as plutôt de l'empathie, c'est que ça te dit autre chose de toi-même. Et en fait, on te montre juste un réel qu'on voit jamais et qu'il n'y a jamais rien d'inintéressant. C'est ça que je trouve que dans Striptease montre, c'est que le moindre quotidien où tu vas te dire ça, c'est nul à montrer, mais en fait c'est super intéressant, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que je pose souvent la question, quand je parle aux gens de documentaires, est-ce qu'ils ont connu Striptease, est-ce qu'ils en pensent? Parce qu'effectivement, t'as des gens qui sont en mode bah non, Striptease, c'est voyeurisme, c'est les idiots du village, quoi. Si on va vous les montrer, on se moque d'eux. Mais je suis pas sûr. Alors, mais c'est une partie de la réception. Hein. Pourquoi il y a c'est une partie de la réception. Mais je pense qu'elle vient vachement aussi du web. Plus que quand c'était à l'époque. Parce que tu vas avoir, sur le web, tu vas avoir des extraits cultes, parce que les personnages sont tellement, enfin les personnes, du coup c'est pas des personnages, mais lapsus révélateur, sont tellement justement excentriques ou glauques, ou vraiment, enfin où tu te dis mais regardez, mais c'est pas possible de dire des trucs aussi cons, tu vois. Et c'est une partie de la réception. Mais je crois que c'est pas la seule, et t'as raison, ça dit plus des gens, en fait. Tu vois, de dire... T'as aussi le truc de... T'as les gens qui disent c'est du mépris de classe, Striptease. Alors ce qui déjà est pas tout à fait vrai, dans le sens où ils prennent aussi des bourgeois qui sont assez pathétiques. Aussi. Carrément, ouais. Et ça, les gens ont un peu tendance à l'oublier. Oui, si on veut, voilà. Mais si on veut, mais c'est pas que les pauvres. Mais il y a aussi un truc de... Effectivement, t'as des gens, tu vois, ce qu'on dirait, c'est des cassos, quoi. Tu vois, c'est pour parler crûment. T'as des gens, ils sont dans des situations sociales complètement... Enfin, genre, il y a plus rien, quoi. C'est terrible, en fait, la vie qu'ils ont, où est-ce qu'ils en sont et tout. Et en même temps, tu vois aussi que, mais c'est quand même des gens. Et en fait, on oublie aussi que dans les passages de Striptease, en fait, tu vois aussi qu'ils ont... que c'est des gens bien, qu'ils ont des interactions drôles, qu'ils s'aiment, ils essayent de s'en sortir avec... dans ce truc-là, ils ont une vie, quoi. C'est pas juste, on n'est pas au zoo, quoi, dans Striptease. C'est pas on va justement te prendre que les passages les plus... Striptease ne retient pas que les trucs où tu vas te moquer d'eux. Et en fait, si vous vous moquez d'eux, c'est peut-être vous qui avez un problème, en fait. Et autant, je trouve, les gens qui s'en moquent et qui, du coup, font justement soit du mépris de classe parce qu'ils voient des pauvres et ça les fait rire, les pauvres, soit des gens un peu loufoques et c'est l'idiot du village, mais aussi les gens qui ne veulent pas voir Striptease parce que c'est du voyeurisme. Il y a aussi un côté, genre, ils diront non, moi je fais pas ça, je ne fais pas de voyeurisme et de mépris de classe. Je veux pas voir aussi ça, c'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est que, mais en fait, tu ne veux pas voir des pauvres parce que ça te dérange, en fait. De voir que il y a des gens qui sont dans des situations sociales. Tu sais, on dit, cassos, c'est une insulte, mais ça veut dire quoi, en fait, quand on dit ça, en réalité? C'est juste que, en fait, il y a des situations sociales qui sont gravissimes. Et si on veut pas les voir et juste dire, non, on fait pas ça, et tout. Et en plus, du coup, dans toutes les classes sociales, à chaque fois c'est différent, Striptease, c'est pas juste des pauvres, c'est à tel endroit, pourquoi ils sont comme ça, qu'est-ce qui... Tu vois, le monsieur qui fait une soucoupe volante, c'est autre chose encore, tu vois, c'est un sujet. C'est quoi ce monsieur qui veut faire sa soucoupe volante Quel film tu considères comme le plus engagé, ou en tout cas que toi te parle le plus dans sa manière de traiter son sujet, quoi? En fait, c'est là où il faudrait faire une distinction, c'est que moi j'ai c'est un truc aussi qu'on défend un peu sur la chaîne, moi j'ai un peu du mal avec l'idée de film engagé, dans le sens... parce que, en fait, l'intention de la personne est pas forcément ce que je trouve le plus important, en fait, dans un film. C'est pas que tous les films sont engagés, c'est que tous les films ont une vision du monde, et après t'as des films qui sont plus ou moins courageux. Tu vois, enfin, ça serait dans ce sens-là. Donc, en fait, tu vois, pour moi, tous les films sont engagés, et parce que tous les films sont politiques et tout, et par exemple, tu vois, est-ce que Parasite, c'est un film engagé? Ouais.
tu vois. Mais c'est un film qui est subtil. C'est presque un film de sociologie. En fait, d'ailleurs, c'est un sociologue, Bong Joon-ho à la base. Mais est-ce que c'est un film engagé dans le sens où, tu vois, c'est pas un tract. Tu vois, c'est ce qu'on entend dans le truc engagé, c'est ça. Et franchement, du Ken Loach, c'est encore différent. Ouais. Ken Loach, c'est après Ken Loach, c'est qu'il a ses combats, mais je trouve que justement ces films, il est suffisamment subtil pour, enfin subtil. C'est pas subtil parce que tu ces films puent ses idées, ses combats à fond, mais c'est comment dire, c'est aussi il montre des situations. Il y a un côté un peu documentaire aussi dans Ken Loach. En fait, pour moi, du coup, un film engagé au sens tract, c'est-à-dire que vraiment j'ai un truc à te dire et je vais te le mettre dans ta gueule. Et souvent j'aime pas trop parce que des fois c'est un peu évident, tu vois, le truc de à la fin ils sont copains et tout, ils ont dépassé, je sais pas, le racisme, le sexisme, tout ce que tu veux. Ils sont de deux camps différents et ils s'aiment, c'est un film pour la paix. Et tu vois, j'aime pas trop. En fait, Invasion Los Angeles. Tu vois, c'est bien ça, de Carpenter. Oui, parce que je confonds tout le temps avec New York et 97. Enfin, The Live de Carpenter. The Live, en fait, pour moi, tu peux pas faire plus bourrin, en fait, et on est engagé dans le sens de, en vrai, je m'en bats les couilles, et je vais juste faire un truc turbo explicite, tu vois, genre donc tu sais, pour les gens qui connaissent pas, c'est le film avec tout le monde connaît maintenant, au moins le truc des lunettes, où en fait, tu regardes la pub, c'est Obey, Consume, et tout. Et, en fait, c'est tellement le truc central du film, c'est tellement une métaphore explicite, et Base du front, avec laquelle je suis en plus complètement d'accord. Bah, en fait, pour moi, ça, c'est un film engagé dans le sens vraiment tarte dans ta gueule, quoi. Tu vois, c'est genre, j'ai pas envie de faire du documentaire ou des trucs comme ça. J'ai juste envie de m'énerver sur le capitalisme. Mais alors après, il y a un truc qui m'a trop fait rire avec ce film, c'est même quand la métaphore elle est explicite, évidemment, les gens, enfin. Le film peut être repris de plein de façons différentes, et d'ailleurs, tout comme Matrix, ça a vachement alimenté l'esthétique conspirationniste, ce qui est assez regrettable, mais dès que tu fais un film où il y a une caste secrète qui... alors là, c'est des extraterrestres, en fait, qui veulent conquérir le monde par... voilà, ils sont, en fait, quand tu mets les lunettes, tu te rends compte qu'il y a des gens, en fait, ils font partie d'une espèce de conspiration alien pour... alors c'est tout le temps des bourgeois, en fait, dans le truc. Et enfin t'as vraiment toute une scène où justement ils rentrent dans un resto de riches et là c'est tous des aliens quoi. Et donc t'as ça et du coup c'est conspi, tu vois, le truc des messages cachés, les trucs, donc ça a alimenté le truc. Et il y a même des gens, par exemple à l'extrême droite, qui essaient de le récupérer pour en faire un truc antisémite. C'est-à-dire, genre, tu vas dire, en fait, tout comme t'as les reptiliens, ça va avec le côté conspi. C'est-à-dire que ça fait vachement penser au délire les reptiliens, ou les francs-maçons, ou le complot juif, tu vois, des trucs comme ça. Okay. Et donc il y a des gens qui le récupèrent comme ça. Et il y a un tweet de Carpenter. Je sais plus comment il l'a tourné, mais genre turbo vénère parce qu'il est là. Il est là. Mais putain, c'est un film sur le capitalisme, c'est pas compliqué quoi. Merde. On pouvait pas être plus clair. Mais je pouvais pas être plus clair, bordel quoi. Et en fait, tu te dis bon bah tu vas être récupéré quand même. Mais comme je râlais sur la pilule rouge tout à l'heure de Matrix, ou enfin faire un truc masculiniste d'un film fait par deux meufs trans qui est un film complètement gauchiste à fond, bah ouais bon, mais c'est comme ça en fait, t'es pas responsable de ce qui se passe. Mais tu vois, même The Live, ils arrivent il y a des gens qui arrivent à ne pas le comprendre ou à en faire quelque chose de nauséabond, alors que vraiment tu sens qu'il s'est pas ultra foulé en fait. C'est un vrai film défouloir jusqu'à tu vois la scène, la fameuse scène de il rentre dans la banque et il fait I came here to chew bubblegum and qui casse, qui est vraiment le truc juste. En fait, c'est un film défouloir contre le système, quoi. C'est l'équivalent cinématographique d'aller péter une vitrine de banque, en fait. Tu vois, quasiment. Et ça, pour moi, c'est, ok, là, pour moi, c'est un film engagé au sens où on l'entendrait vraiment c'est un film qui combat, quoi. Enfin, qui est là pour juste balancer un truc, ça pourrait presque être de la propagande. En fait, quasiment, en fait. C'est tellement... ça dépend quelle définition tu donnes à la propagande, mais il a tellement juste envie de te balancer son idée à la gueule, plutôt que, bah ouais, je reprends Parasite, tu vois, on peut considérer comme un film engagé parce que c'est fait par quelqu'un qui est de gauche, qui a fait de la sociologie, qui a un film qui a un vrai film de lutte de classe, mais qui est un peu différent. Il raconte un peu autre chose aussi, il y a une volonté de raconter quelque chose de plus... Dans ce cadre-là, de raconter quelque chose de plus fin. Ouais, c'est clair. Et qui est peut-être plus difficile à saisir.
Alors que voilà, alors que The Leaf, c'est on y va. C'est l'équivalent, une affiche. C'est à l'américaine aussi. Tu sais, ça incarne aussi ce rapport à t'expliquer les choses, quoi. À coup de poing. À coup de poing dans la gueule, carrément. Et Carpenter, il me fait, enfin je trouve que surtout les vieux comme ça, la vieille garde un peu de cinéma qui est encore, c'est pas, lui il est encore vivant, mais tu vois, Romero il est décédé et tout. Il y a un truc quand même du cinéma de genre américain, et notamment des trucs d'exploitation comme ça, où en fait le fait qu'au final c'est quand même plutôt considéré comme des films de seconde zone ou de série B, en tout cas à l'époque, dans la façon de les produire, même si maintenant tout le monde reconnaît à quel point c'est des grands réalisateurs. Il y a une liberté aussi, il y a un truc un peu punk, et un peu subversif que t'as pas forcément justement dans du cinéma plus même du cinéma engagé, tu vois, tu fais un truc sur un grand film à Oscar sur le racisme, tu vas pas être aussi brut de décoffrage en fait, et tu vas pas être aussi ouais vas-y je m'en fous quoi, parce que il y a ce truc cinéma d'exploitation qui est que t'es là aussi pour t'as personne qui va te dire c'est pas assez subtil en fait. Parce qu'on te demande pas de faire des trucs subtils de toute façon. Et quand ils font des films politiques, du coup, c'est trop drôle. Tu vois, genre Romero avec son centre commercial, c'est tout le monde, c'est le truc que n'importe qui regarde pas du cinéma de genre, il fait mais c'est une critique du consumérisme. Bah oui, enfin en même temps, c'est quand même. Tu passes à côté. Ouais, voilà, en plus c'est même pas une critique très. Enfin, tu vois, c'est pas très intéressant en réalité, quoi. C'est les zombies, ils vont au centre commercial, ah là là, ils vont vers là, ils connaissent. D'accord. Et donc ça t'évoque les Black Friday, les trucs. Ok, c'est un peu les mêmes images. Et ça va pas très très loin. Non, c'est clair. Et bon, t'as ce truc-là. Carpenter, il y a une interview qui me fait trop rire, où c'est dans un petit docu où il revient sur des lieux de ses tournages, donc il va voir la maison de Halloween et tout. Et il est déjà assez vieux, et il est en jogging comme un gros schlag dans la bagnole. Et je sais pas si c'est parce que le mec du documentaire sont français ou quoi, pourquoi il parle de ça. Il dit mais en France ils me font rire parce que ils m'ont tout le temps chié sur la gueule, et toutes les critiques ils ont toujours dit que c'était nul et que c'était bas de gamme, etc. Un jour ils ont compris que j'étais de gauche, alors là maintenant ils m'aiment bien. Et ça me fait trop rire parce que tu sens que le mec est là en mode genre déjà leur avis Bon, là, on vient de parler de films engagés, on va aller à l'opposé. Est-ce que t'aurais un nanar, je sais pas, qui te fait kiffer? J'ai un nanar engagé, même. Non, si, en vraiment un nanar intéressant, au-delà de justement les classiques, les Zedry, Philippe, je sais où tu te caches, le film de Christophe Barbier, pour les gens qui connaissent pas, j'en profite pour le placer. Christophe Barbier, de Christophe Barbier, écrit par Christophe Barbier, donc chroniqueur, je sais plus sur quelle chaîne il est maintenant, réalisé par sa femme, avec son écharpe rouge. Un film avec Benjamin Biolay, la femme de Christophe Barbier, dont j'ai oublié le nom, désolé, et je me semble que c'est elle qui réalise, qui s'appelle Doute, chronique d'un sentiment politique, qui a pas vraiment été diffusé. Ils ont dû faire une sortie technique pour justifier parce que des fois t'es obligé de faire une sortie dans quelques salles, mais ça a été complètement oublié. Il est dispo sur aucune plateforme. Normalement vous pouvez le trouver sur YouTube, parce qu'il y a tout le temps des gens qui l'ont gratté sur une plateforme, parce qu'il doit être distribué sur une plateforme de streaming je sais pas où, en Europe de l'Est. Enfin il y a des gens qui ont mis la main dessus, il y a pas de DVD, il y a rien. C'est superbe. Mais alors c'est un plaisir de gourmet un peu, parce que il y aura pas les trucs nanars il y a pas d'action, hein, c'est un film avec Christophe Barbier. Et tu peux pas trouver pire incarnation de pseudo-intello bourgeois, vaguement politisé, chroniqueur politique de télévision, et pour voir à quel point c'est des gens prétentieux, c'est des gens idiots, c'est merveilleux. Mais après faut aimer justement je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu à la politique française, parce que c'est tout un truc sur le pitch, c'est que c'est quand DSK est accusé donc d'agression sexuelle, et du coup le problème c'est que du coup à ce moment-là, ce qui s'est passé, il était favori pour représenter le PS à la présidentielle, et du coup il peut potentiellement notre prochain président, quoi. Et il était directeur du FMI avant, et donc la chute d'une figure de la gauche, même entre guillemets, même pendant, il me semble. Et mais c'est cette espèce de gauche de droite, quoi, de gauche directrice du FMI, qu'aiment beaucoup des gens comme Christophe Barbier, je pense. Et Benjamin Biolay fait une dépression, qui est dans le film, donc fait une dépression complète,
à cause de ça, parce qu'il se dit mais la gauche est morte puisque DSK est tombé, et c'est incroyable. Ça ne veut rien dire, c'est très très mal fait, c'est-à-dire que c'est que des chants contre chants assez minables, c'est très très mal joué. Alors c'est très mal joué notamment parce que c'est mal écrit. Il y a des scènes où Benjamin Biolay regarde par sa fenêtre et fait des tirades sur manifestement ses voisins, très pompeuses, très pseudo-subversives, nulles, et moi je trouve ça génial à regarder parce que tu te dis, c'est quand même des gens importants, quoi. Christophe Barbier, il a l'oreille des présidents, sans parler de ses lecteurs et de ses téléspectateurs. Et c'est un peu comme Bernard-Henri Lévy, quoi. C'est des moments où tu vois à quel point ces gens sont nuls, quoi. Enfin, en fait, incompétents, ils savent pas faire un film, en fait. C'est de l'incompétence, ils savent pas écrire un film. Tout ce qu'ils disent dedans est ridicule, involontairement. C'est là où c'est que c'est très, 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 très nanar. Il y a des répliques, je sais qu'il y a des amateurs de ce film-là, il y a des répliques. Christophe Barbier qui dit, en se regardant dans le miroir, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Il y a des répliques comme ça géniales. Mais parce que c'est tellement, tu dis mais qui écrit ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est vraiment une catégorie de nanar à part, de nanar de bourgeois éditorialistes français. C'est vraiment un genre à part, premier degré. Des fois ils essaient de faire des trucs drôles, mais c'est pas drôle. Et du coup c'est malaise. Et je veux pas spoiler. Mais parce que là on a l'impression qu'il se passe rien dans le film, mais il se passe des trucs. Et c'est que des trucs que je veux pas spoiler, parce que c'est fou qu'il se soit dit ça c'est intéressant, on va faire ça. Et je vous conseille, c'est une catégorie de nanar où il y a assez peu d'équivalent, je pense. Mais il faut manger du Christophe Barbier qui parle, qui joue plus ou moins son propre rôle pendant... Voilà, donc c'est plaisir de gourmet, c'est de niche quand même. Mais, voilà. Moi j'ai m'en délecté. Voilà. J'avoue. C'est extrêmement chiant, mais ça fait partie du délire, le fait que ce soit chiant. Alors avant, dernière question, est-ce que tu aurais un film à nous conseiller? De manière générale un film comme ça que t'aimerais conseiller. Est-ce que dans ma liste j'ai mis des trucs que je voulais conseiller? Ouais, si, parce que je le ressors tout le temps. C'est un peu mon gimmick, les gens qui connaissent les vieilles émissions savent que j'aime bien ce film. Chute libre de Schumacher, qui est pas un très bon réalisateur, mais c'est le type qui a fait Batman et Robin. Phone Call, je crois que c'était quoi le truc où il filmait que dans une cabine téléphonique, ça c'était ok. Mais sinon bon, c'est pas un réalisateur bien glorieux. Pareil, il nous a quitté il y a pas très longtemps, je crois. Il y a un film avec Michael Douglas qui s'appelle Chute libre, qui est en fait le film qui a inspiré Je pète les plombs de This is la peste. Ah ouais, ok, voilà. D'accord. Où il est habillé pareil, et même il y a certains éléments notamment il est Mindy McMorning, c'est fini, qui est en fait il y a vraiment une scène comme ça dans Chute libre. Et je conseille ce film parce que déjà c'est probable des films que j'ai vu qu'il a fait, c'est quand même de loin le meilleur. Et c'est un film qui est réellement intéressant. Je saurais pas exactement dire pourquoi, mais en gros c'est Je pète les plombs de This is la peste, donc c'est un type qui est dans les embouteillages, un costard cravate, joué par Michael Douglas, donc tu comprends avec son attaché-caisse, il revient du boulot, c'est pas trop ce qu'il fait dans la vie, et il pète les plombs. C'est-à-dire qu'il sort de sa bagnole, il fait j'en ai marre, et en fait il fait un gros tout droit dans la ville pour rejoindre, alors ce qu'on comprend c'est qu'en fait son ex-femme. Et on sait rien de plus sur lui. Et donc il fait un gros tout droit et il pète les plombs sur plein de gens. Et il y a une espèce de progression dans ce film que je trouve vraiment intéressante. Et notamment dans sa façon de déjouer pas mal de trucs. Parce que en fait, mais je pense que je ferai une vidéo un jour dessus, il y a un truc intéressant sur la trajectoire du personnage, pas juste, du coup elle est représentée géographiquement, parce qu'en plus t'as un flic qui comprend que il y a un antagoniste, entre guillemets, qui est joué par Robert Duval, et qui comprend qu'en fait plusieurs événements qui se passent dans la ville sont sur le même trajet, et que c'est la même personne, en fait. Et donc qui essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc t'as tout, c'est-à-dire t'as le truc de il va au McDo, enfin c'est pas un McDo mais un truc comme ça, et c'est que t'as ça dans This is la peste aussi, on lui refuse le burger du matin, je sais pas quoi, et en fait il prend en otage tout le McDo, et il s'énerve sur des trucs qui énervent tout le monde mais qui sont pas très malins quoi, mais du style en fait tu vois il compare la photo du burger et le burger qu'il a, tu vois les burgers McDo, tu vois les photos, le truc fait 3 mètres de haut, tout gonflé et tout, et puis on sait bien que c'est pas ce qu'on achète dans le truc. Il relève plein de trucs, donc c'est assez jouissif comme film.
Mais aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est pas conscientisé, ce personnage. En fait, il s'énerve juste sur des trucs qui énervent un petit peu tout le monde sans trop savoir pourquoi. Et même au début, il est raciste, hein. Genre, il y a des scènes, t'as tous les trucs un peu clichés, réac, genre, à un moment donné, il se frite avec des mecs d'un gang, je crois que c'est des Mexicains, donc t'as ce truc un peu, que t'as dans tous les trucs un peu Reagan, où, en fait, le monsieur tout le monde, il va finir par, un petit peu leur apprendre la vie à ces sales Mexicains, qui vendent de la drogue. Donc, en fait, t'as ces trucs-là. Mais le film arrive à les dépasser. Okay. Et t'as une scène, par exemple, où, bon, sans trop spoiler, il y a une scène où il y a un marchand, un type dans un magasin qui est manifestement, il a des drapeaux confédérés, quasiment un néo-nazi, le type, qui s'embrouille d'ailleurs avec un couple homosexuel au début de la scène, sachant que Schumacher est homosexuel et le couple veut lui casser la gueule. Et en fait, par exemple, il va reconnaître le personnage de Michael Douglas et dire « Ah, c'est bien, t'es notre héros ». Et Michael Douglas est là genre « Ok, il y a un mec genre globalement un néo-nazi qui est en train de me dire... » Et lui, il est là « Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Et c'est pas ce que je suis en train de faire. Et j'ai pas de problème. » Et en fait, tu vois, il se remet en question et tout. Il y a une scène où il arrive dans un golf avec que des bourgeois qui a pleuré de rire. Et en fait, il y a vraiment... Je pense que c'est assez involontaire, mais je trouve la trajectoire du personnage hyper intéressante, sans en avoir l'air, tu vois, sur un concept, sur un pitch un petit peu, voilà, bas du front. C'est une vraie petite curiosité, et je trouve que il est pas assez regardé, ce film. Et c'est un de mes combats, c'est de montrer ce film. Je pense, en bonne partie de manière assez involontaire, il est beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air, ce truc. Puis c'est bien joué, et c'est assez jouissif, quoi. Un truc, c'est un film de pétage de plomb, donc c'est toujours assez jouissif. Mais, voilà. Eh ben, on ira voir ça. Alors, pour la dernière question, j'aimerais savoir qui est-ce que tu aimerais voir à ta place la prochaine fois. Waouh. Alors attends, parce qu'on a regardé avant qui t'avait fait, mais est-ce que je vais me souvenir de tout le monde? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Lyonnais qui sont prévus à ta place pour une prochaine fois. Ah oui, parce qu'en fait, j'allais dire, je trouve que ça manque un peu de meufs. Ouais. J'ai prévu Vidéodrome. Ah ben voilà, j'allais dire Vidéodrome et cinéma politique. Eh ben, déjà, un grand merci à toi. Merci à toi, c'est avec grand plaisir. Ouais, c'était passionnant. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Bolshevik. Je pense que si vous aimez bien le travail sur la chaîne, vous devrez retrouver quand même une accointance. Ça devrait vous plaire. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, justement, avec tous les autres vidastes qu'on peut passer. Si vous avez des envies de vidastes en particulier, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, sur Twitter, etc. Et puis pour ceux qui passent là un peu par hasard, si ça vous intéresse aussi de découvrir des analyses de cinéma, vous pouvez faire un petit tour sur la chaîne. Si la soupe aux choux vous intéresse. T'as fait pas que les interviews. C'est pour les gens qui... disons que le format, c'est un format secondaire. Le format principal, c'est plutôt... allez voir les autres formats aussi. Des analyses un peu sociaux, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Non mais si quand même, enfin, s'il y a des gens qui regardent parce qu'ils connaissent ma chaîne, à l'inverse, du coup, oui, c'est pareil, il y a des acquaintances, donc en fait, vous pouvez aller voir. Ok, c'est très gentil à toi. Et puis on va finir avec le mot de la fin habituel. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love.